Salut les mecs. Alors aujourd'hui, eh bien on a passé les 100 000 abonnés. Eh ben oui les gars. Bon, je vais éviter de vous faire le discours du youtubeur larmoyant, voilà, qui regarde dans le vide avec du piano triste derrière, mais évidemment merci. Je peux pas faire autrement que de vous dire merci les gars. Parce que quand j'ai commencé cette chaîne en 2019, bah j'étais très loin d'imaginer qu'un jour, bah oui, 100 000 personnes s'abonneraient volontairement et non sous la menace d'une arme, pour m'écouter râler une fois par jour. Voilà, que ce soit sur des mangas, des films, des jeux vidéo, des séries, en fait n'importe quoi, qui a eu le malheur de m'agacer. Et surtout, merci à ceux qui sont là depuis longtemps, merci à ceux qui viennent de débarquer, ceux qui regardent, ceux qui commentent, ceux qui partagent, ceux qui me contredisent, ceux qui m'insultent. Voilà, toute l'équipe qui bosse derrière, tous mes monteurs et minimakers. Voilà, merci à vous tous. Sans vous, la chaîne, elle tient pas debout. Donc voilà, faut dire la vérité, et je dis pas ça par, voilà, par gentillesse ou je sais pas quoi, je dis ça parce que c'est la vérité. Et donc, pour marquer le coup, plutôt que de faire une vidéo classique évidemment, voilà, sur le serveur Discord de la communauté Yaginalyse, je vous ai demandé de m'envoyer vos questions, il y a même un salon particulier pour ça. Voilà, le truc c'est que, bon, il y a beaucoup de questions, trop beaucoup de questions, voilà, il y a certaines personnes qui se sont visiblement crues à une soutenance de thèse, mais bon, écoutez, chose promise, chose due, j'ai fait en sorte quand même de dégager quelques questions qui n'avaient ni queue ni tête, j'en ai fusionné plusieurs qui étaient plus ou moins identiques. Bref, voilà. Écoutez, on va parler de la chaîne, on va parler de plein de trucs, on va parler de mes projets. Certainement de trucs que je ferais mieux de garder pour moi, mais bon, vous m'avez posé la question, je vais essayer d'y répondre. Alors sans plus attendre, c'est parti. Bon, première question, une question à laquelle j'avais déjà répondu dans une FAQ précédente. Il me semble que c'était pour la FAQ des 25 000 abonnés, bref, ça remonte. Hein. Donc, d'où me vient l'idée du pseudo Yaginalyse? Bah c'est simple. En fait, on m'appelle Yagi depuis que j'ai 20 ans environ. C'est en référence à Yajirobe, voilà, les fans de Dragon Ball seront certainement très joyeux. Je sais pas pourquoi on m'appelle le Yajirobe, je ne suis pas gros, pour être tout à fait honnête. Je crois que c'est à cause de mon côté jamais content, toujours à faire la gueule. Peut-être que c'est ça, voilà, ça doit être ça. J'espère que c'est ça. Et évidemment, analyse, voilà, parce que Yaji analyse, c'est un porte-manteau, voilà. Clair, net et précis. Passons à la suite. Est-ce que je préfère faire des vidéos courtes de 10 à 30 minutes ou des vidéos longues de 1 heure? Bah écoutez les gars, c'est pas si simple que ça, c'est-à-dire que plus une vidéo est longue et plus elle me rapporte de l'argent. Et c'est quand même assez important pour moi, je vais pas vous mentir. Mais plus elle est longue et plus elle est pénible au montage et même à l'enregistrement. À mesure que je vais continuer YouTube, je vais quand même essayer de raccourcir mes scripts parce que, je sais pas pourquoi, mais je prends de plus en plus de temps pour enregistrer. Est-ce que c'est la vieillesse? Est-ce que je me mets de plus en plus à radoter et à partir en parenthèse et dans des, voilà, dans des échappées de 10 minutes en pure impro? Je ne sais pas, parce qu'il fut un temps, un script de 10 pages, bah je te le pliais en 30 minutes. Sauf qu'aujourd'hui, bah, il m'arrive de faire effectivement de 3 pages, 1 heure. Comme pour ma vidéo d'Ashita Nojo. Donc voilà, je sais pas, je radote de plus en plus, j'ai du mal à être concis. Donc je pense que malgré tout, malgré l'incentive financier évidemment, du watch time et de la longueur des vidéos, je pense que je vais raccourcir quand même parce que bon, c'est un peu... c'est fatigant, on va pas se mentir. Surtout lorsque tu dois enregistrer pendant 40 minutes, voilà, en pleine canicule, dans une pièce fermée, sans clim et sans ventilateur, pour insulter les ancêtres de Christopher Nolan. Voilà, je peux vous assurer que ça m'a abîmé. C'est un truc qui t'abîme, clairement. Question suivante. Trouves-tu que ta chaîne est davantage recommandée par l'algorithme? Bah écoutez, j'ai pas à me plaindre. Moi, je pars du principe que l'algorithme reflète ce que veulent voir les gens. C'est-à-dire que si t'as des vues, t'intéresses les gens. Si t'as pas de vues, t'intéresses pas les gens. Voilà, classe, c'est tout. Moi, je suis satisfait de mon sort. Maintenant, on n'en a jamais assez, hein. On veut toujours plus de vues, on veut toujours plus d'abonnés. Enfin, c'est normal, hein. Voilà. C'est le jeu qui veut ça. Question suivante, comptes-tu faire plus de vidéos où tu nous montres des œuvres que tu aimes? Alors écoutez les gars, ma réponse va peut-être vous étonner, mais je le fais déjà, en réalité. C'est juste que vous ne vous en rendez pas compte, c'est-à-dire que dans la majorité de mes vidéos, lorsque je critique une œuvre, bien souvent, bah, j'utilise, comment dire, au moins 3 autres œuvres pour en parler positivement, en tant que contre-exemple dans la vidéo. C'est-à-dire que quand je vais critiquer une œuvre, bah, je vais parler d'une autre œuvre que justement j'apprécie, pour faire lumière sur les défauts de l'œuvre en question. Vous m'avez compris quoi. Et donc en vrai, de façon ironique, je passe plus de temps à faire des compliments à des œuvres qu'à cracher ma haine dessus, croyez-le ou non. Mais c'est vrai que bon, c'est tout à fait normal de s'y tromper, puisque on va pas se mentir, je fais quand même pas mal de rage bait au niveau de mes vidéos et au niveau de mes miniatures et de mes titres. C'est sûr que quand voilà, la majorité de mes vidéos c'est ouais, la pire fraude de l'histoire, l'arnaque de la galaxie. Oui bon, c'est vrai que on pourrait s'y tromper, mais en réalité, c'est pas... Voilà. Je suis pas si négatif que ça. Je le suis quand même en majorité, je vais pas commencer à vous raconter des cracks, mais je le suis
pas autant que certains veulent bien croire. Question suivante, est-ce que tu arriveras à conserver la même cadence maintenant que tu as Yaji Baby? Oui. Non seulement je veux la conserver, mais je vais vraiment essayer même de l'améliorer, parce que bon, je vais pas mentir, avoir une petite fille à charge, oui, ça me met la pression, et faut la mettre à l'abri. Parce que moi, quand je le dis dans mes vidéos, bon, c'est pour le même aussi, voilà, le délire de ouais, mettre Yaji Baby à l'abri, c'est pour effectivement vous faire rire. Mais il y a du vrai également, il y a du vrai, hein. Je veux dire, en tant que père, voilà, derrière, t'as quand même une grosse charge, t'as envie d'offrir tout ce qu'il y a de meilleur à tes enfants, enfin, il me semble que c'est logique. Donc je n'ai aucun incentive à ralentir, ça c'est une évidence. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'il y a pas mal de vidéos où on peut entendre effectivement ma fille dans le background, hein. Ce qui est normal puisque bon bah voilà, on habite tous les trois, c'est-à-dire ma femme et ma fille, dans un petit appartement. Je suis obligé d'enregistrer chez moi, donc forcément, bah, il se passe ce qui se passe. Je pense que vous l'avez vu en effet dans ma vidéo sur Desperate Housewives, on entend énormément ma vie, on peut dire même qu'on l'entend plus que moi. Voilà, c'est les aléas du différé, qu'est-ce que je veux que je vous dise. Je pense que vous l'aurez compris, j'ai enregistré cette vidéo avec sa mère, ce qui fait que forcément on pouvait pas la mettre dans une autre pièce, on était obligé, heureusement, de la mettre avec nous, ce qui fait qu'on l'a entendu, bah écoutez, c'est comme ça, moi je l'accepte, mais en tout cas je ne ralentirai pas. Je ne ralentirai pas parce que, encore une fois, j'ai des responsabilités, je ne peux pas effectivement me permettre de lever le pied. Question suivante, est-ce que YouTube t'es assez rentable pour mettre la daronne à l'abri? Bah écoutez les gars, j'ai commencé à pouvoir vivre de YouTube depuis 2025. Je ne vis pas de YouTube d'ailleurs. Je ne vis pas complètement de YouTube, hein, puisque je bosse à côté, voilà, à temps plein, là-dessus il y a aucun problème. Mais j'arrive à vivre décemment maintenant grâce à YouTube, je vous en remercie d'ailleurs, c'est grâce à vous. De toutes les manières, je fais tout ce qu'il faut pour, j'ai plusieurs personnes à charge, je peux pas déconner là-dessus. J'ai fait un énorme pari sur l'avenir, vraiment. En fait, je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos FAQ, mais j'ai investi à perdre dans la chaîne depuis 2019, hein. Vraiment. Pendant 5 ans, plus de 5 ans, j'ai investi à perdre. Voilà, j'ai investi à perdre dans cette chaîne, et j'ai commencé effectivement à rentrer dans le vert à partir de mi-2025. Donc c'est pour vous dire que j'ai bien trimé pour arriver à ce niveau-là. Mais oui, là j'arrive à en vivre décemment. Voilà, j'en suis tout à fait content. Question suivante, la vidéo que tu es le plus fier d'avoir fait. Alors, avant, peut-être que je l'aurais dit la vidéo sur Nox, ou même ma toute première grosse vidéo professionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire la vidéo sur les moments les plus choquants de la fiction, qui date d'il y a 3-4 ans maintenant. Elle date, mais elle est toujours parfaitement visible aujourd'hui. Pas regardable, hein. Mais maintenant, voilà, honnêtement, je dirais ma vidéo sur Ashtanojo, bien sûr, qui est un peu l'aboutissement de ma chaîne. J'aime bien, bon, ça va peut-être en faire grincer plus d'un, surtout aux anti-woke arabiques, mais j'aime beaucoup ma vidéo sur Yasuke, voilà. C'est pourtant ma vidéo la plus dislike de la chaîne, mais c'est celle que j'apprécie le plus. Voilà, j'ai expliqué pourquoi je l'aimais beaucoup dans ma vidéo sur Papa et Siedou, voilà, sur ma vidéo sur le Rogue Noir. Voilà, j'ai expliqué pourquoi j'appréciais particulièrement cette vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas effectivement à aller regarder. Question suivante, la pire vidéo que j'ai faite sur moi. J'ai fait pas mal de vidéos qui sont éclatées là-dessus, y a aucun souci. Je dirais que ma pire, c'était ma vidéo sur Bleach à l'époque. Elle n'est plus présente sur la chaîne maintenant. Enfin, il y en avait deux. Je les ai supprimés les deux. C'était une honte, hein. Ces vidéos étaient honteuses. En fait, j'étais vraiment allé en mode balèque, dans le sens où j'avais mon avis, et mon avis d'ailleurs n'a pas changé, mais c'est juste que mes arguments pour arriver jusque-là, étaient juste bancals, quoi. J'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs factuelles, et voilà, quoi, tout simplement. Et c'est pour ça que je l'ai refaite, grâce bien sûr à l'aide de la Gazette du Serretai. Question suivante, d'où m'est venu le concept, enfin l'idée du concept de cracher sur presque tout, ou de vouloir dire que presque tout a chuté? Bah alors, écoutez, moi c'est venu tout seul. Je vais pas vous mentir, au tout début de la chaîne, en 2019, début 2020, je me retenais pas mal. Je faisais des analyses de personnages de fiction, voilà, pour ceux qui s'en rappellent. Mais à un moment donné, écoutez, j'ai fait une vidéo sur les pires incohérences de Death Note, ça a tapé les 100K, vues, voilà. Donc je me suis dit, bah écoutez, j'ai pas besoin de retenir mes coups. Maintenant, écoutez, je vais pas commencer à vous raconter des salades. Il est vrai qu'aujourd'hui, sur YouTube, ce qui est le meilleur pour l'engagement, c'est, comment dire, c'est la négativité. On va pas se mentir, c'est vrai que lorsque t'es négatif, les gens vont avoir plus d'incentifs à cliquer sur tes vidéos, là-dessus y a pas de souci. Mais, pour être tout à fait honnête avec vous, moi ça m'arrange. Ça m'arrange parce que j'ai toujours été plutôt négatif sur les choses en termes généraux. J'ai jamais aimé grand-chose dans la vie. En tout cas, en ce qui concerne les fictions. Donc, ça vraiment, c'est pas un mensonge. Hein. Je dis pas ça pour me donner un air, genre, ouais, je suis trop Dark Sasuke. Non, vraiment, j'ai rarement aimé... Il y a très peu de fictions qui m'ont touché dans ma vie. Surtout à l'époque où je subissais la majorité des fictions
que je regardais, à l'époque où il n'y avait pas internet, ou très peu d'internet, à l'époque où bon voilà, fallait regarder la télé, fallait lire les livres et les BD qu'il y avait à la bibliothèque municipale. C'était compliqué en effet de trouver voilà, des fictions qui me plaisaient, surtout qu'à l'époque, je ne connaissais même pas mes propres goûts, j'avais pas assez de recul pour me dire que oui, alors tel trope narratif, tel trope narratif, tel trope narratif, voilà, le protagoniste journey to villain, le villain protagoniste, le ceci, le cela, c'est ce qui me plaît, donc forcément, voilà, je n'avais pas je n'avais pas la présence d'esprit d'aller en priorité vers les histoires qui utilisent les mécaniques narratives qui me plaisent le plus. Donc je suis le plus friand parce que à l'époque je m'en rendais pas compte. Donc voilà, j'ai toujours été plutôt négatif, et ça m'arrange effectivement que YouTube récompense la négativité. Voilà. Question suivante. Question Final Fantasy VIII, celle-là. Quelle est ta GeForce préférée, ma Guardian Force préférée? Bah écoutez, L-Train, voilà, Doom Train, L-Train, peu importe comme vous voulez l'appeler, évidemment, voilà. T'invoques un putain de TGV. Je veux dire, est-ce qu'il est possible de faire plus stylé que L-Train? Je ne sais pas. Bon alors, question suivante, qui est mon acteur préféré. Bah écoutez, c'est Gian Maria Volonté, voilà. J'aime beaucoup ce que faisait ce gars-là. Voilà, que ce soit évidemment bon, les western spaghetti, une balle pour le général, et pour quelques dollars de plus. Voilà, de toutes les manières, il est l'acteur principal de mon film préféré ever, c'est-à-dire le dernier Face à Face. J'aime beaucoup cet acteur. En fait, le truc de Gian Maria Volonté, c'est qu'il campe bien souvent des personnages extrêmement gris moralement, il les campe extrêmement bien. Enfin, je sais pas, la majorité des tropes narratives qu'il incarne dans ses personnages, c'est que des tropes narratives que moi j'apprécie. Voilà, le vilain protagoniste, le protagoniste journey to villain, tout ça. Voilà, à chaque fois que tu vois Gian Maria Volonté à l'écran, généralement c'est ça. Voilà, par exemple, enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Enfin, c'est une dinguerie. Voilà. Donc, j'apprécie énormément les films de ce type-là. Et à chaque fois que je le vois, je sais que je vais passer un super moment. Donc, oui. Gian Maria Volonté, immense acteur s'il en est. Question suivante, qui est mon dessinateur préféré? Écoutez, dessinateur préféré, je saurais pas vous dire. En termes de pur dessin, et là on va parler de manga, je dirais Togashi et Takehiko Inoue, voilà. Pour Togashi, peut-être qu'il y en a certains qui vont se dire que j'exagère, parce qu'après tout, Togashi n'a jamais été vraiment, reconnu pour être un crack du dessin. Et souvent, surtout au niveau des backgrounds, voilà, il se foule pas. Ce que j'aime beaucoup chez Togashi, au-delà bien sûr de son écriture qui est largement au-dessus de la très grande majorité des mangaka d'hier et d'aujourd'hui, c'est que au niveau des expressions faciales, lorsque ces personnages sont sérieux, je trouve qu'il est le meilleur. Très honnêtement. Voilà. De toutes les manières, la majorité des mèmes qui tournent autour, par exemple, de Hunter x Hunter, c'est ça. Hein. Par exemple, le fameux mème de Léolio, là, lorsque Gon se fait éclater là, par l'espèce de garde de la famille Zoldyck. Voilà, Léolio, quand il est en mode super vénère, voilà. Ça, c'est devenu un mème, mais c'est pas un hasard. Quand Ubo Gwyn devient super vénère, voilà, ça aussi c'est stylé. Pareil dans Yu Yu Hakusho, le nombre d'expressions cauchemardesques qu'ont les méchants, comme Sensui, comme Toguro. Enfin voilà, en fait les expressions faciales lorsque, attention, serious business, je trouve que Togashi c'est le meilleur. Dans le côté aura farm des personnages, je pense que Togashi vraiment n'a de leçons à recevoir de personne. J'ai du mal à expliquer ce que je veux dire. Faudrait en fait que je vous montre des planches, ce que je vais certainement pas faire parce que cette vidéo va être du full podcast, parce que elle sera beaucoup trop longue pour être montée, mais bref, voilà. Pour ceux qui aiment bien Togashi, vous savez de quoi je parle. Et Inoue, bon, voilà, vagabond, je crois que c'est pas la peine, en effet, d'expliquer. Question suivante, mon réalisateur préféré. Écoutez, c'est compliqué. Réalisateur préféré, qu'est-ce que je vous dis? C'est difficile. Je dirais soit Fincher, soit Solima. Voilà. Et ce qui est marrant avec Fincher, c'est qu'il n'y a aucun de ses films qui rentre dans mon top 5 de mes films préférés, je pense. Mais tous ses films et toutes ses réalisations sont bonnes. Pour moi, il n'y a aucun mauvais film dans la filmographie de Fincher. C'est mon goût, c'est mon avis. Même Alien 3, je le trouve que c'est un très bon film. Voilà, donc je dirais ouais, entre David Fincher et Sergio Solima. Question suivante, préfères-tu la VO ou la VF? Bah écoutez, ça dépend le film. Parfois la VF est supérieure, parfois la VO est supérieure. C'est du cas par cas. Par exemple, je trouve que dans La Planète au Trésor, la version française est supérieure. Parce que clairement, Jack France, voilà, rip à lui bien évidemment, est pour moi un bien meilleur John Silver que la version originale de Brian Murray, quoi. Mais vraiment, pour moi, c'est même pas une discussion possible. Jack France, pour ceux qui le remettent pas, c'était le doubleur officiel, entre guillemets, le doubleur français officiel de Robert De Niro, entre guillemets, quoi. Il est très très fort. Qui est mon vidéaste préféré? Écoutez, j'ai beaucoup de vidéastes que j'apprécie. Je dirais que all time, ça doit être Hooper, certainement. Même si, bon, bien sûr, avec le temps, on évolue. Puis même les vidéastes eux-mêmes évoluent. Donc... Mais oui, je dirais all time, c'est Hooper. Maintenant, après, moi, il y a beaucoup de gens que j'apprécie beaucoup.
KiCH, je les apprécie énormément, voilà, mes frérots KiCH, sans leur lécher les bottines, quoi que ce soit. Je trouve que KiCH, dans notre niche, c'est-à-dire la niche de critique pop culture, critique animé, manga, jeux vidéo, parce qu'ils ont fait les trois, hein. Dans la niche de critique, manga, animé, jeux vidéo, séries, ce que vous voulez, en France, je trouve très honnêtement que KiCH font partie du très très haut du panier. Je dirais même que c'est un aboutissement, ces deux mecs-là, hein. Vraiment. Pourtant, c'est des gars, ils sont quoi? Ils ont 5000 abonnés, même pas. C'est honteux, hein. Je l'ai toujours dit. De toute manière, ça, je l'avais dit aussi dans ma FAQ, je crois, des 50 000 abonnés. Le fait que ces mecs-là soient autant dans les ténèbres, je trouve ça... Je trouve ça fou. Vraiment, j'en parlais il y a pas longtemps avec des mecs du serveur de la communauté généraliste, mais pour moi, KiCH, c'est un aboutissement, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect humour, il y a l'aspect à la bonne franquette, il y a l'aspect extrêmement informatif, le montage est aux petits oignons, il y a une bonne vibe, une bonne ambiance, il y a beaucoup de vulgarisation, mais en même temps, t'apprends beaucoup de choses, il y a de l'humour, pour moi, c'est vraiment super. Si je pouvais faire quelque chose, s'il y a une chaîne vraiment où j'aimerais donner de la force, ce serait KiCH. Maintenant, j'aime beaucoup d'autres chaînes, j'aime beaucoup Marina McBain. Je pense que, bon, pour ceux qui sont un peu anglophones, ça se voit parce que je me suis beaucoup inspiré de ses vidéos. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup Cosmonaut Variety Hour. J'aime beaucoup Steve Reviews également. Je me suis inspiré de certaines de ses vidéos. Steve Reviews est spécialisé dans la review de dessins animés. Voilà, il fait vraiment du super travail. J'aime bien aussi Zulu, même si c'est vrai que ces derniers temps, je regarde moins, mais moi j'aime bien Yu-Gi-Oh! Donc forcément Zulu, voilà. C'est le boss du Yu-Gi-Oh! En France, donc forcément je l'apprécie. Et j'aime bien Plouf Pseudo également. J'aime bien Plouf Pseudo, je trouve qu'ils font du bon travail. Leur format est assez unique au niveau de leur critique de jeux vidéo, vraiment fleuve en mode podcast, mais je trouve que c'est très informatif. C'est vraiment sympathique. Ils sont très libres dans leur façon de penser. Ils ont des avis pas forcément piqués des hannetons, je suis pas toujours d'accord avec eux, mais c'est ce qu'il faut. J'apprécie particulièrement d'ailleurs leur review de Max Payne 3. D'ailleurs, j'avais laissé un petit message sur cette vidéo. Voilà, bref, il y a beaucoup de youtubeurs que j'apprécie, Feldup évidemment, et bien d'autres, hein, voilà, je vais pas tous vous les faire. Alors, pourquoi est-ce que tu penses que Final Fantasy VIII est le meilleur Final Fantasy ever? Pourquoi est-ce que je pense? Parce que je le pense pas. Je veux dire, c'est mon Final Fantasy préféré, FF8 est mon FF préféré, mais j'ai assez de recul pour effectivement affirmer qu'objectivement c'est pas le meilleur. Bah, il a trop de défauts, le jeu a trop de défauts, que voilà, que ce soit scénaristique ou même de jouabilité. Moi c'est le jeu qui m'a le plus parlé personnellement, c'est peut-être le Final Fantasy le plus radical dans ce qu'il raconte, et moi j'aime bien la radicalité, à ne pas sortir son contexte, hein. Voilà, pause, à ne pas sortir son contexte, mais dans la fiction, j'aime bien effectivement quand une œuvre prend des risques, voilà, quitte à laisser peut-être la moitié de son audience sur le bas-côté et sur le bord de la route. J'apprécie effectivement, parce que parfois, c'est moi qui suis sur le bord de la route, hein. Je trouve par exemple que une œuvre comme The Last of Us 2 fait partie effectivement de ces œuvres qui va au bout de ce que ça... Enfin, au bout de ça, maladroitement, hein. Mais bref, ça va au bout de ce que ça raconte, et ça m'a laissé sur le bas-côté. Donc voilà, parfois ça m'emporte, parfois ça m'emporte pas, mais je respecte effectivement les œuvres qui vont au bout du bout, quoi, qui sont extrêmement radicales dans ce qu'ils racontent. Question suivante. Puisque tu refuses de montrer ta tête à cause de ta profession, as-tu déjà eu une sueur froide en entendant l'un de tes collègues ou supérieurs regarder l'une de tes vidéos dans le bureau d'à côté? Alors, bon, c'est pas arrivé. Je sais pas vraiment comment en parler sans me doxer, mais c'est arrivé, voilà. Oui, c'est arrivé, on m'a déjà posé des questions. À des gens dans mon travail, voilà, pas forcément des collègues, bref. Des gens dans mon travail sont venus me voir pour me demander effectivement si j'étais youtubeur, parce qu'ils ont entendu un certain gars, voilà, qui s'appelle Yaginalyse, qui a une voix qui clairement ressemble à la mienne. Bon, j'ai nié, bien sûr, j'ai nié comme un arracheur dedans. Et c'est arrivé, oui, c'est arrivé en effet. Je ne préfère pas mélanger le travail et YouTube. Il y a ma vie et il y a le travail. J'ai pas envie effectivement de mélanger les deux, j'ai pas envie de le faire et je le ferai pas. Question suivante, par extension, est-ce que ta famille est au courant que tu es l'oncle Yagi sur internet, ou est-ce que tu gardes ce jardin secret totalement hermétique à ta vie privée? Non, ils savent. Mais mes proches le savent, là-dessus y a pas de souci. Mais voilà, tout ce qui est travail, collègues et autres, ils le savent pas, je le dirai jamais. Question suivante, ton avatar te représente avec une barbe et des cheveux, voilà, coiffés d'une certaine façon. D'où me vient l'idée de ce style spécifique? Est-ce que c'est un clin d'œil à un personnage de fiction, un pire choix esthétique de dessinateur, ou est-ce que tu ressembles pile à ça? Bah écoutez, en fait, à l'époque où je m'étais fait faire cet avatar, enfin, j'avais cette coupe de cheveux, quoi. Une coupe de cheveux que je n'ai plus maintenant, hein, depuis un certain temps, j'ai les cheveux beaucoup plus courts. Mais oui, j'avais cette tête-là, en effet. Donc voilà, mais aujourd'hui, voilà, je n'ai plus cette tête-là. Question suivante, tu mentionnes avoir une équipe solide, monteur Miniamaker. Comment est-ce que tu les as rencontrés? Étaient-ils des abonnés de la première heure? Est-ce que tu as passé des annonces professionnelles pour structurer la chaîne ou autre? Bah écoutez, à la base, moi, je bossais avec des freelances, donc voilà. Mais en décembre 2023, et je me rappelle très bien parce que je venais à peine de me marier à cette époque-là, il y a un mec qui est venu me voir, voilà, il se reconnaîtra. Il m'a proposé ses services,
et c'était la première fois que quelqu'un effectivement me demandait explicitement de travailler avec lui. Voilà, pas parce que je lui avais demandé, pas parce que j'étais venu le démarcher, mais parce que lui apprécie ma chaîne et est venu travailler avec moi. Voilà, aujourd'hui, ce gars-là, bon bah voilà, c'est, on va dire mon bras droit. C'est grâce à lui, entre autres, que la chaîne est arrivée au niveau, au niveau d'aujourd'hui, quoi. Donc merci à lui. Il se reconnaîtra encore une fois. Et donc à partir de là, on a bossé ensemble, on s'est directement entendu au niveau professionnel, le mec il est carré, il est sérieux, il est ponctuel, c'était le cadre dont j'avais besoin, et puis voilà, et on a monté l'équipe de monteurs à partir de cette base-là, et puis la suite vous la connaissez. Question suivante, est-ce qu'il arrive que ton équipe de montage ne soit absolument pas d'accord avec des analyses acerbes, sur Naruto par exemple, et comment gérez-vous ces débats internes lors de la production? Bah écoutez, c'est jamais arrivé, ils ont leur avis bien sûr, hein, mais ils me font totalement confiance, et vice versa, je leur demande jamais des comptes au niveau de leur style de montage, et eux aussi d'ailleurs. Voilà. Par contre, il leur arrive en effet de me donner leur avis sur certaines vidéos à faire. Par exemple, exemple parmi d'autres, mais il y en a plein d'autres. Ma vidéo sur le labyrinthe, ça provient effectivement d'un membre de l'équipe qui m'a dit ouais, fais le labyrinthe, ça peut être intéressant. Pareil pour The Raid, voilà. The Raid, qui est en plus une vidéo que j'apprécie beaucoup. Je suis pas certain de l'avoir déjà sortie. Elle sortira dans pas longtemps si Dieu veut. Mais voilà, ça ne vient pas de moi. C'est effectivement un mec de l'équipe, toujours le même mec d'ailleurs, qui m'a proposé effectivement de le faire. Voilà. Et il y a aussi d'autres instances où il y a des mecs de l'équipe qui m'ont dit non, tente pas le diable quoi. Il y a certaines vidéos que je voulais faire, qui étaient peut-être un peu sulfureuses, et des mecs de l'équipe m'ont dit bon, en gros voilà, ne tente pas le diable quoi. On a notre petite affaire qui tourne bien, commence pas à essayer effectivement de jouer avec le feu. Ouais, j'en suis reconnaissant parce que parfois t'as tellement la tête dans le guidon que tu te dis vas-y je vais faire ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Tu veux t'éparpiller, mais parfois c'est bien effectivement d'avoir un mec qui est un peu extérieur à tout ça, qui regarde ce que tu fais avec du recul, et qui dit écoute mec c'est bien gentil mais là tu pars en couille. Donc voilà, maintenant il y a aucun de l'équipe qui m'a jamais dit écoute moi j'aime pas ce que tu dis sur tel sujet, non cette fiction est bien meilleure que ce que tu dis, je suis pas d'accord. Non c'est jamais arrivé, ça n'arrivera je pense jamais. Question suivante, on connaît tes goûts pour le cinéma et les mangas et tout. Mais quelle musique écoute un aigri dans ton genre au quotidien? Est-ce que tes goûts musicaux sont aussi tranchés et difficiles que tes goûts en fiction? Bah écoutez les gars, pour la musique, moi j'ai des goûts bien arrêtés, comme sur tout, de toutes les façons. Mais je conceptualise pas du tout ce que j'aime en matière de mélodie. Je veux dire, c'est pas comme avec la fiction, je pourrais pas vous dire exactement les mécaniques mélodiques, contrairement aux mécaniques narratives, qui vont me faire kiffer dans la musique. Dans une fiction, je peux le faire, je peux vous expliquer trope par trope, cliché par cliché, lieu commun par lieu commun, ce qui me plaît et ce qui me plaît pas dans une histoire. Ça va pas être le cas en musique. Bon, j'ai pas envie de dire que j'écoute de tout, parce que c'est pas vrai, mais je peux vous donner quelques groupes que j'apprécie. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, j'aime beaucoup tout ce qui est Vaporwave, voilà, tout ce qui est FM 84, tout ce délire-là, moi j'apprécie énormément. J'écoute beaucoup des chaînes telles que, je sais pas comment la prononcer, mais Vixlens, vilain, sauf qu'il y a un X à la place du I. Voilà, ce genre de musique, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est un peu métal alternatif, mélodique, tel que Widek, c'est un groupe de polonais, non je rigole même pas, WIDEK, j'apprécie énormément leur musique. Voilà, j'aime bien le post-rock également, mais j'aime bien le groupe Maybe She Will, voilà, qui fait du post-rock, j'apprécie énormément ces musiques-là. Écoutez, s'il y a deux musiques qui pour moi représentent vraiment bien ce que moi j'apprécie, il y en a deux. Il y a Sky Bridges de Widek et Red Paper Lantern de Maybe She Will, voilà, ces deux musiques-là. Pour moi, c'est peut-être mes deux musiques préférées ever. Donc voilà, si jamais vous voulez connaître mes goûts. En dehors des mangas et des comics, des BD, es-tu un lecteur de littérature classique ou contemporaine? Est-ce qu'il y a un roman qui coche tous tes tropes préférés? Au contraire, des œuvres de littérature que tu détestes? Bah écoutez, sans vouloir me doxer, vis-à-vis de mon métier, je suis obligé de lire. Je lis souvent, je lis tout le temps, je suis toujours dans les livres, donc j'ai pas trop le choix. Je parle souvent de livres dans mon métier. Maintenant, est-ce qu'il y a un livre qui coche tous mes tropes de manière systématique? Oui, il y en a un. C'est Autant emporte le vent. Voilà, pas le film que je trouve assez médiocre. Je parle de la trilogie en effet, la trilogie de Margaret Mitchell. Voilà, évidemment, en enlevant le racisme absolument infect de cette trilogie, voilà. Si vous parvenez effectivement à mettre de côté ce truc-là, je trouve vraiment que c'est peut-être l'œuvre de fiction où j'ai retrouvé le plus gros concentré des mécaniques narratives que j'aime en termes généraux. Voilà. Tout ce que j'aime dans la fiction, il y a dans T'emporte le vent, bien sûr en enlevant le racisme, en effet, qui est absolument infâme. Voilà. J'ai pas envie de vous expliquer pourquoi, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais voilà, tout ce que j'aime dans la fiction se trouve dans Autant emporte le vent.
donc clair, net, précis. Maintenant, au niveau de la littérature, j'aime beaucoup de trucs, hein. Bon, les deux livres qui vont me venir à l'esprit tout de suite, c'est, je veux dire, Don Quichotte et Cro-Blanc, ouais, je dirais. Don Quichotte, je pense que j'en parlerai sur la chaîne, parce que on se rend pas compte à quel point c'est une dinguerie, Don Quichotte, hein. Vraiment. Pour un livre du XVIe siècle, c'est une dinguerie. Non, vraiment, Don Quichotte, ça fait partie effectivement des œuvres de fiction qui, pour moi, ont le plus niqué le game. Mais vraiment à un niveau stratosphérique qu'on s'en rend pas compte. J'en parlerai sur la chaîne, je pense. Question suivante, si demain la plateforme, YouTube, je suppose, s'effondre, donc tu te fais bannir définitivement, ou juste que tu décides d'arrêter, est-ce que tu as un projet créatif de repli, comme l'écriture d'un scénario, d'un jeu vidéo, je sais pas quoi. Bah écoutez, moi j'aimerais devenir écrivain. Voilà, j'ai plein de dossiers, de structure narrative, de livres à moitié écrits, avec la structure narrative qui tourne déjà bien. Moi j'aimerais effectivement voilà, sortir des livres et utiliser ma chaîne pour effectivement faire la pub de mes livres. Ça va arriver. Si Dieu m'en donne la force, ça va arriver tôt ou tard, ça arrivera sur la chaîne. Mais oui. C'est un projet qui me tient à cœur. J'ai toujours voulu effectivement raconter mes propres histoires. Et puis je pense aussi que c'est sain de le faire. Parce que après tout, à force de critiquer tel ou tel auteur, tel ou tel écrivain et telle ou telle histoire, c'est aussi bien de rentrer dans l'arène. Parce que voilà, la critique est facile, mais l'art est difficile. Donc on verra ce que j'ai dans le ventre. Question suivante. Combien de temps encore comptes-tu faire des analyses sur YouTube? Est-ce que tu crois que tu pourrais faire ça à l'infini? Écoutez, je vais pas m'étendre. Je répondrai simplement que je ne m'arrêterai que si on m'arrête. Si on m'arrête. Moi, je m'arrêterai pas tout seul. Faudra m'arrêter. Voilà. Faudra qu'il se passe quelque chose dans ma vie qui fait que je m'arrête. Sinon, je m'arrêterai pas. Question suivante, quelle est l'œuvre la plus honteuse que tu aimes secrètement? Bah écoutez, il y a pas mal d'œuvres que j'apprécie, beaucoup, dont les mécaniques narratives sont extraordinaires et uniques, mais je peux pas en parler ici. Je peux pas en parler ici parce que, évidemment, il y a l'aspect, voilà, un aspect sexuel qui est difficile à tacler sur cette chaîne. Et je pourrais tacler ça en réalité en floutant et en faisant attention à ce que je dis, mais je sais qu'il y a des gosses qui suivent mes vidéos, voilà, je le sais. Pour des questions de responsabilité, je peux pas le faire, quoi. Voilà. Parce qu'il y a certains webtoons, il y a certains jeux, certains visual novels qui ont des styles de narration et des scénarios vraiment audacieux, vraiment intéressants, mais je peux pas trop en parler ici pour des raisons évidentes, voilà, parce que je sais qu'il y a des mineurs qui regardent mes vidéos, et puis voilà. Je pourrais vous en citer certains parce que j'en ai déjà parlé, mais voilà, ça peut être Sayano Uta, ça peut être Cross the Psychopath, ça fait partie des exemples de trucs dont j'aimerais parler, mais dont je parlerai pas. Voilà. Mais il y en a d'autres, moi ça me frustre, hein, ça me frustre parce que il y a certaines œuvres qui pour moi sont très très intéressantes. C'est juste que derrière, bah oui, il y a le côté plus 18 qui est insupportable, quoi. Le pire, c'est que dans la totalité des œuvres auxquelles je pense tout de suite maintenant, parce que quand je vous parle d'œuvres dont j'aimerais parler, dans ma tête, j'ai les noms, hein, j'ai les titres exacts. Voilà. L'aspect plus 18 est inutile. Ça veut dire que tu peux enlever cet aspect-là, et les mécaniques narratives utilisées dans ces œuvres-là restent complètement révolutionnaires. C'est absolument... c'est dégueulasse, quoi, c'est infâme. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aimerais vous en parler, mais je peux pas vous en parler. Voilà, je peux pas vous en parler. Question suivante, comment sont choisies les bandes-son de mes vidéos? Je mets des musiques que j'aime bien. C'est vrai qu'au début, on prenait des musiques un peu génériques. Bon, maintenant, généralement, de toute façon, vous voyez, hein, de toute la manière vous écoutez, mais on utilise des remixes Lofi de Final Fantasy VIII, Wild Arms, le premier, et Digimon aussi. Digimon World, je pense que ça, c'est peut-être... Ces derniers temps, on spamme peut-être un peu trop les musiques de Digimon World. Moi, j'aime beaucoup Digimon World. J'ai grandi avec ce jeu, donc forcément. Mais ouais, voilà. En fait, comment dire, j'essaie quand même de donner à ma chaîne une vibe particulière. C'est pour ça que je préfère utiliser des musiques que seul moi, entre guillemets, utilise en masse, quoi. Parce qu'il y a d'autres youtubeurs qui peuvent utiliser effectivement une fois de temps en temps des musiques de FF8, mais c'est plutôt rare, voilà. Je pense être quasiment le seul sur le YouTube français qui utilise massivement ces musiques-là, et je pense que ça donne un petit cachet à la chaîne, donc voilà, quoi. Question suivante, est-ce que mes goûts ont évolué avec le temps? Eh bien écoutez, non. Non, pas du tout. J'ai toujours eu les mêmes goûts depuis que je suis tout petit. En fait, la seule chose qui a changé, c'est que en vieillissant, j'ai appris à cerner mes goûts, et à cerner ce que j'aimais, et à identifier les mécaniques narratives qui me touchent, voilà. Mais en fait, ce n'est que depuis que je m'intéresse aux mécaniques narratives, à ce qui va faire qu'une histoire est bien ou pas bien, que je comprends vraiment maintenant pourquoi j'aime certaines œuvres ou pas depuis que je suis petit. Mais mes goûts n'ont pas évolué, ou très peu évolué, donc non, mes goûts n'ont pas évolué avec le temps. Est-ce qu'il y a des œuvres dont mon appréciation a changé avec le temps? C'est-à-dire des œuvres que j'aimais bien au départ, mais que j'ai fini par détester ou dire ça. C'est assez rare. Mon avis en général est définitif, en tout cas depuis que je suis adulte, mon avis est définitif. Y a des trucs que je pouvais apprécier étant petit, hein, qui me sont insupportables aujourd'hui, comme Naruto, DBZ, ou même vice-versa, hein. Voilà, il y a des œuvres que j'appréciais pas des masses quand j'étais petit, telles que, je sais pas, Les Misérables,
Misérables de Victor Hugo, ou même Roxy Rookie de Disney, que j'appréciais pas plus que ça, mais maintenant, quand je suis devenu adulte, je me suis rendu compte que c'était bien, quoi. Mais les œuvres que j'ai découvertes à 20 ans et plus, il n'y a aucun changement. J'ai toujours un petit temps de réflexion, mais une fois que mon avis est bien cranté, généralement il n'y a pas de changement. Il doit y avoir des exceptions, bien sûr, il faudrait que j'y réfléchisse, mais là, comme ça, il n'y a rien qui me vient en tête. Question suivante, regardes-tu les vidéos de ceux qui te contredisent? Et si oui, as-tu déjà fini par être convaincu par les arguments de vidéastes qui t'ont contredit, puis changé d'avis sur ta position initiale? Moi, je regarde souvent les vidéos qui me débunkent, moi j'aime beaucoup ça. De toutes les manières, quand on est sur internet... Faut s'attendre effectivement à se faire un peu rentrer dans le lard. Surtout que, on va pas se mentir, je suis quand même plutôt dur hein, dans mes vidéos. Je critique vertement des œuvres appréciées, donc c'est tout à fait normal que les gens ne soient pas contents. Et oui, non, je trouve ça intéressant parfois. Parfois non, mais voilà. Comme je l'ai dit, je change assez rarement d'avis sur les œuvres que je consomme, mais il est vrai que c'est toujours intéressant de voir ce que pensent les autres. Et puis parfois, je fais des erreurs factuelles. Voilà. Parfois, je fais des erreurs factuelles. Il y a certains vidéastes qui m'ont fait me rendre compte que j'ai fait des erreurs. Mais les erreurs en question sera toujours des erreurs de surface. Par exemple, lorsque j'avais dit que le daron de Ichigo s'appelait Kurosaki, alors qu'en vrai il s'appelait Shiba, voilà. Ce sont des erreurs, mais c'est pas... Comment dire? Ça va pas faire changer mon avis sur Bleach, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, mon jugement sur la qualité narrative d'une œuvre ou d'une autre œuvre, généralement, je le soupèse bien. C'est assez rare que je le change du tout au tout, mais moi je trouve ça très très intéressant de voir des gens, effectivement, qui dépunkent mes vidéos, entre guillemets. Moi j'apprécie, il y a aucun souci par rapport à ça. Moi ce que j'aime pas, c'est évidemment les insultes, voilà. J'apprécie, personne n'apprécie ça. Mais bon, écoutez, c'est le jeu, hein. Tu ne peux pas esquiver ça, hein. C'est normal. Et puis, on va pas se mentir, il est vrai que mes vidéos sont aussi assez dures, assez acides, assez parfois offensantes, donc tout à fait normal que je me prenne une insulte de temps en temps. C'est jamais agréable, mais bon, faut l'accepter. De toutes les manières, on ne récolte que ce que l'on sème, hein, donc là-dessus, y a pas de souci. Je suis assez tranquille là-dessus. Question suivante. Avec mon rythme de production effréné et de consommation de séries, films, animés, mangas, tout ça, lorsque tu consommes une œuvre, est-ce que tu n'as pas parfois l'impression, quand tu l'as fini, d'être allé trop vite pour pouvoir analyser et mémoriser correctement tout ce que tu as vu dans une œuvre que tu critiques? Alors, je vais répondre. En vrai, les gars, je prends mon temps. C'est vrai que c'est un peu bizarre pour vous, c'est vrai que c'est un peu bizarre peut-être à comprendre de votre côté, mais en fait, faut vraiment comprendre que j'ai beaucoup d'avance sur l'enregistrement de mes audios. Donc on a l'impression que je surconsomme, mais c'est pas le cas. Hein. Et puis, bon, j'ai pas trop envie de me jeter des fleurs, mais j'ai vraiment consommé énormément d'œuvres de fiction. Tellement qu'en fait, que ma grille d'analyse, elle est vraiment efficace et tranchante. Je veux dire, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Et bien souvent, vous savez, comment dire, c'est toujours plus ou moins les mêmes mécaniques narratives qui reviennent. Hein. Par exemple, un truc tout con, mais avec Brand New Day, par exemple, lorsque le film est sorti, moi, à la moitié du film, j'avais déjà mon avis. Hein. J'avais déjà mon avis parce que les défauts de Brand New Day sont les mêmes que les défauts de tous les autres Spider-Man MCU, c'est-à-dire l'utilisation de la franchise Spider-Man pour propulser d'autres séries, voilà, tout simplement. Parce que clairement, Brand New Day, c'est pas l'aventure de Spider-Man, c'est plutôt une pub géante pour les X-Men du MCU, quoi. Voilà. Tu vois Punisher, tu vois Hulk, tu sens que même, peut-être qu'il y aura une nouvelle saison de la série Punisher, bref, voilà. Et ça, c'était déjà présent dans les autres films du Spider-Man du MCU. Ce qui fait que ça a été extrêmement simple pour moi de faire ma vidéo, parce que bon, voilà, ça rentre déjà dans une analyse que j'avais déjà faite auparavant. Ce qui fait que ça va beaucoup plus vite. Moi, quand je regarde un film, quand je regarde une série, tout ça, c'est beaucoup plus facile pour moi de tout décortiquer, parce que quand t'as une grille de lecture extrêmement affûtée, ça va beaucoup plus vite au niveau de l'analyse. Donc voilà. Maintenant, il est tout à fait possible que j'aille trop vite en besogne, et que je manque des détails et tout. Là-dessus, il y a aucun souci, et là-dessus, il y a absolument aucun problème. Là-dessus, il y a absolument aucun problème, et oui, ça m'est arrivé, en effet, de me dire, ah mince, j'aurais aimé effectivement en parler. Et ça m'est effectivement arrivé, maintenant que j'y réfléchis, plus d'une fois d'ailleurs, hein, de me dire, ah, j'aimerais bien refaire ma vidéo pour ajouter cet argument, rajouter cet argument. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'aime bien le recyclage, parce que bien souvent, ça me permet en effet de rajouter des petits bonus pour préciser ma pensée, quoi. Donc oui, non mais oui c'est vrai. Ça peut arriver effectivement que je sorte ma vidéo peut-être trop vite, qu'il y ait un argument que j'ai oublié de mettre dans la vidéo, quoi. Et d'ailleurs bien souvent, vous vous en rendez pas compte, hein, mais il y a pas mal de bonus que j'intègre dans mes vidéos juste avant la sortie de la vidéo. Bon, évidemment, vu que c'est avant de la sortie de la vidéo, vous ne vous en rendez pas compte, mais ça m'arrive assez souvent. Si je peux vous donner des exemples. C'est arrivé pour l'Odyssée, voilà, ma vidéo sur l'Odyssée de Nolan. Juste avant de sortir la vidéo, j'ai rajouté un petit bonus. D'ailleurs, ça se voit parce que la fin de la vidéo est beaucoup moins montée que le début. Parce que, clairement, voilà, je voulais absolument sortir la vidéo rapidement. Donc on a monté tout ça très très rapidement avec quelques images fixes pour faire semblant. Pour ma vidéo sur ces films ont menti à tout le monde, juste avant la sortie de la vidéo, j'ai
rajouté le dernier chapitre sur Scarface. À la base, Scarface ne devait pas être dedans. Et par exemple, pour le film Woo de Willem, c'est vrai que je me dis qu'il aurait été peut-être mieux que j'attende avant de sortir ma vidéo, parce que bon, au vu de ce qui s'est passé, voilà, par rapport aux accusations d'escroquerie et tout ça, j'aurais aimé peut-être en parler dans ma vidéo. Donc oui, non, ça m'arrive. Finalement, vous savez quoi, je retire un peu ce que j'ai dit. Ça m'arrive en effet parfois de me dire, j'aurais peut-être dû attendre un peu avant de sortir ma vidéo, quoi. Non, mais ça m'arrive, oui. Je réponds à la positive, ça m'arrive parfois, oui, en effet. Mais même si c'est peut-être pas autant que certains pensent, parce que j'ai quand même pas mal d'avance sur mes vidéos, ça peut arriver. Question suivante, n'as-tu pas parfois l'impression que sur certains sujets spécifiques, les communautés de fans comprennent mieux leurs œuvres favorites que toi? Et penses-tu, du coup, que leurs opinions sont plus pertinentes que la tienne, si on retire leur biais, simplement au niveau de la mémorisation et de l'analyse de ton contenu? Oui, c'est très possible. J'ai pas la science infuse, et... oui, non, bien sûr, c'est tout à fait possible. De toutes les manières, j'attends toujours un certain temps, comme je viens de le dire, pour me décider sur ce que je pense d'une œuvre. Je regarde souvent aussi des vidéos de fans sur les œuvres que je vais tacler, et j'essaie de me faire un avis, mais évidemment, bien sûr, oui, non, mais de toutes les manières, quand je dis que je change pas d'avis sur une œuvre, ça veut pas forcément dire que j'ai raison. J'ai mes propres biais à moi, et non, mais bien sûr, il est tout à fait possible. Il est tout à fait possible que je dise des bêtises, ou que je n'ai pas le recul nécessaire suffisant pour pouvoir analyser une œuvre, et qu'il me manque des informations et tout, mais comment dire, parfois ça peut aussi peut-être se retourner, contre les fans, je trouve. Je vais donner un exemple, vraiment de façon tout à fait bienveillante. Comme vous savez, j'avais sorti une vidéo de, je crois, presque plus d'une heure, sur Bleach, et je m'étais aidé effectivement par la Gazette du Serete, que je remercie encore une fois aujourd'hui, qui a très très gentiment accepté de m'aider dans cette vidéo. Mais on en a beaucoup parlé de Bleach et tout, et bien souvent, lorsque je lui parlais de mes griefs vis-à-vis de Bleach, il était parfois d'accord avec ce que je disais, mais à chaque fois, il me parlait des livres. Il me parlait des livres, il me parlait des spin-offs, il me parlait de ceci, cela, et à chaque fois, je lui disais, oui, mais cette incohérence est expliquée dans ce livre-là, cette incohérence est expliquée dans ce livre-là. Je dis, oui, d'accord, ok, t'as beaucoup plus d'informations que moi, mais est-ce que le plus important, est-ce que c'est pas le manga de Tite Kubo? Est-ce que le fait de se dire, oui, mais c'est mieux expliqué dans tel livre, dans tel livre, dans tel livre, dans tel livre, est-ce que c'est pas s'éloigner finalement du cœur du sujet, quoi? Donc voilà, encore une fois, dédicace à la Gazette du Serete, mais je pense qu'il y a certains fans qui, clairement, s'y connaissent beaucoup mieux que moi sur leurs œuvres favorites. Parfois, ils sont un peu dans une chambre d'écho, ils restent entre fans, ils se galvanisent un peu tous ensemble en se disant, ouais, mais c'est parfait, c'est magnifique et tout. Alors que finalement, bon, voilà, si tu prends un peu de recul, tu te rends compte que c'est pas toujours le cas. Mais maintenant, bien sûr, évidemment, il m'est arrivé de dire des bêtises et de pas avoir le recul nécessaire. Ok, question suivante, classement des 5 pires communautés de fans. Alors, je dirais One Piece. Voilà, c'est peut-être la commu qui m'a le plus cassé les reins. Je parle pas juste du doc, hein. Respect à lui, hein. Y a aucun souci par rapport à lui. Même dans les commentaires, je trouve que c'est les plus irrationnels, hein. Et moi, j'ai jamais eu de souci avec la communauté Naruto ou la communauté Fairy Tail. Ils sont ultra chill, alors que pourtant mes critiques vis-à-vis de Naruto et surtout de Fairy Tail, elles sont finalement beaucoup plus virulentes, mais faut vraiment comprendre qu'il y a même beaucoup de fans de Naruto sur le serveur de la chaîne Yajinalyse, hein. Le serveur Discord, hein. Le mec s'en bat les steaks. Par contre, il y a très peu de fans de... En tout cas, je crois pas qu'il y ait beaucoup de fans de One Piece. Donc oui, je dirais ouais, One Piece. C'est la communauté qui m'a le plus cassé les reins. Et je dirais aussi, les communautés d'œuvres nostalgiques un peu. Par exemple, la prélogie Star Wars. Ils m'ont pas cassé les couilles ni quoi que ce soit, mais je trouve que ça manque un peu de recul quand même, parce que vraiment, la prélogie de George Lucas, elle est pas dingue. En fait, ce qui m'énerve, c'est que je trouve ça fou que j'ai à le dire. Il fut un temps où c'était vraiment un fait établi, quoi, que c'était juste très mal écrit. Et les dialogues sont apocalyptiques, le rythme est vraiment... Le rythme est vraiment soporifique dans le meilleur des cas. C'est pas dingue, quoi. Donc voilà, mais bon, je dirais ouais, One Piece. Question suivante, as-tu vraiment regardé tout ce que tu critiques jusqu'au bout, ou est-ce que tu as déjà drop une œuvre en cours parce que ça m'a gardé? Oui, bien sûr, ça m'arrive. Par exemple, Crimson Desert, je me suis arrêté au bout de 35 heures. Voilà, ce fut effectivement amplement suffisant pour expliquer pourquoi c'était une arnaque totale, hein. Crimson Desert, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une phrase qu'on dit souvent, mais oui, c'est un océan de 2 cm de profondeur. Voilà, c'est ce qu'est Crimson Desert, métaphoriquement parlant. Question suivante, serais-tu intéressé par des débats avec des contradicteurs? Si oui, estimes-tu que c'est à eux de t'inviter au débat pour cette démarche, ou est-ce que tu accepterais une telle demande? Franchement, pas vraiment. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir raison. Ça m'intéresse pas. Ça veut dire que débattre pourquoi, finalement? Pour imposer ma vision? C'est pas mon cas. C'est pas ce que je pense. C'est pas ce que je veux. Voilà, c'est pas ce que je veux. Moi, je vous dis juste ce que je pense, je pose mon analyse, maintenant on est d'accord ou pas avec, c'est tout. Mais j'ai pas envie d'avoir raison. J'ai pas envie d'expliquer à quelqu'un que son opinion est mauvaise et que la mienne a raison, et que la mienne est meilleure que la sienne. Je peux le penser, mais j'ai pas forcément envie que les autres pensent comme moi, quoi. Donc non.
Non, non, ça m'intéresse pas. Question suivante, prends-tu vraiment plaisir à réaliser le nouveau format de vidéo critique sociale que tu as entamé sur la chaîne? Voilà, mes vidéos sur Hollywood, mes vidéos sur les fast-food, etc. Eh bien écoutez, oui, je pense que voilà, celui qui a posé la question l'a compris. Évidemment que ça me procure beaucoup moins de plaisir. Voilà, c'est pas des purges non plus, mais oui, non, ça fait partie de ces vidéos que je fais clairement pour les vues. De toute manière, voilà, je l'ai déjà dit, mais j'essaie vraiment de faire la part des choses. Il y a certaines vidéos que je fais pour les vues, comme ma vidéo sur le fast-food, voilà, et il y a d'autres vidéos que je fais pour le plaisir, comme par exemple ma vidéo sur Hashtag Dojo. J'essaie en effet de varier les plaisirs. Tout simplement, j'essaie de varier les plaisirs. Et c'est aussi pour ça que je sors des vidéos tous les jours. Au-delà, bien sûr, de l'incentive financier, parce que, bien sûr, s'il n'y avait pas l'incentive financier, je sortirais peut-être pas une vidéo par jour. Mais il y a aussi le fait que ça me permet de parler un peu de ce que je veux. Et que même si une vidéo va pas faire de vues, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave parce que le lendemain, je ressortirai une autre vidéo qui, on l'espère, fera plus de vues. Donc voilà. Question suivante. Classe du moins pire à la pire de ces entreprises de jeux vidéo. Activision, Bethesda, Nintendo, Microsoft, Sony, Epic Games, Valve, Sega, Ubisoft. Écoutez, moi j'ai pas d'avis. Bon, on dit souvent que Valve sont les plus sympas. Je sais pas. Ce sont des sociétés trilliardaires, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je crois pas qu'elles aient besoin de mon soutien. Je crois pas qu'elles aient besoin de votre soutien. Moi, je ne simpe pas pour des entreprises. Voilà, je vais pas simper. Je vais pas dire, ouais, nanani, Microsoft, c'est meilleur que Sony. Ou je sais pas quoi, vraiment, les gars, sans déconner. On a du mal, effectivement, à aller faire des courses au carrefour du coin. Tu crois vraiment que moi, je vais aller te dire, ouais, Epic Games, c'est trop bien? Non, les gars, s'il vous plaît. Ouais, Nintendo, ils ont tout compris. Je préfère Nintendo à Bethesda, ou c'est pas... Voilà, les gars, vraiment. J'ai pas envie de faire mon connard prétentieux, mais je crois qu'on a de meilleures choses à faire. T'inquiète pas, ces gens-là, voilà, ils sont riches, ils ont l'argent, ils sont très heureux, ils ont pas besoin de moi. Question suivante. Si quelqu'un a des positions complètement opposées aux tiennes, mais les exprime dans le respect, est-ce que tu accepterais d'écouter ce que cette personne a à dire? Bah évidemment, évidemment. Évidemment. J'attache assez peu d'émotions à tout ça, vous savez. C'est pour ça que jamais je répondrai... En tout cas, bon, faut jamais dire jamais, bien sûr, mais... C'est pour ça que moi, j'aime pas les réponses, voilà. Je vais... En principe, normalement, si tout se passe bien, je ne ferai jamais de réponse. Voilà. C'est un mec qui va me clasher, c'est arrivé. Voilà. Un mec qui va me clasher pour une raison ou pour une autre sur YouTube, je répondrai pas. Mais moi, j'ai pas d'ego vis-à-vis de ça. Et encore plus si quelqu'un exprime son désaccord avec respect. Hein. Et c'est arrivé, il me semble que Bugland, je crois, avait réagi... Je crois que c'est lui, hein, je peux me tromper, mais je crois que c'est lui. Il avait réagi à ma fameuse vidéo sur Yasuke, il l'avait fait avec beaucoup de respect. Pas forcément très très gentil, mais la majorité de ses vidéos debunk entre guillemets sur mes vidéos étaient très respectueuses et moi j'appréciais beaucoup. D'ailleurs, je mettais des petits commentaires sous ses vidéos. Donc non, moi j'aime beaucoup les oppositions respectueuses. Mais ça m'est arrivé aussi de voir des youtubeurs entre guillemets m'insulter, mais quand même dire des choses intéressantes, donc là-dessus il y a aucun souci. Mais voilà, je suis pas touché par tout ça, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc voilà. C'est-à-dire que pour répondre, il faudrait vraiment me toucher dans mon orgueil, dans mon ego, et je vois pas comment ça pourrait se faire. Donc voilà. Alors, question suivante. Selon toi, y a-t-il eu une dégradation des productions avec le temps, des productions de fiction, je suppose, jeux vidéo, films, tout ça, ou une amélioration qui s'amorce? Bah écoutez, moi j'ai une position très nette sur la question. Je trouve qu'il y a eu ni dégradation, ni amélioration. Voilà, je sais qu'effectivement il est de bonne loi de dire que c'était mieux avant, c'est pas ce que je pense. Je pense que tout a toujours été de la merde, en tout temps, pour des raisons qui peuvent évoluer avec le temps. Voilà, j'explique très très bien ma position dans ma vidéo sur est-ce que des films des années 90 étaient meilleurs. Donc voilà, je sais plus exactement le titre de la vidéo. Il y a la tête de Bruce Willis sur la Minia, donc voilà. Ça a toujours été de la merde pour des raisons différentes. Question suivante, mon humoriste français préféré au niveau de ma manière de m'exprimer, c'est évident, je crois. C'est quoi le projet? Bien sûr. Bon, je crois que c'est même pas la peine de vous le dire, hein. Bon, je vais faire un petit bruitage, je pense que les gens vont comprennent qui pourra, mais... Pas besoin d'en dire plus. Et je suis loin d'être le seul, hein. Je pense que vraiment ma génération était matrixée par ce mec-là. Hein. Au-delà de ses positions, voilà, qui peuvent être discutables ou pas, son humour vraiment a matrixé ma génération. Donc... Vraiment, faut qu'on se le dise. Question suivante, quel est le dernier jeu vidéo qui m'a fait le plus vibrer? Le dernier film qui m'a fait le plus vibrer, la dernière série qui m'a fait le plus vibrer. Bon, alors, la dernière série qui m'a fait le plus vibrer... Je dirais Jackal, voilà. La série Jackal, j'ai vraiment trouvé excellente de bout en bout. Voilà, excellente de bout en bout, alors qu'en plus, je voulais même pas la regarder, pour être tout à fait avec vous. C'est mon cousin qui m'a proposé effectivement d'aller la regarder, et j'ai pas regretté. Excellente série, s'il en est. Le dernier film qui m'a fait le plus vibrer, écoutez, ça va être difficile. Ça dépend, en fait, la question est difficile à répondre, parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est le dernier film que j'ai découvert ou les derniers films que j'ai revus? Je saurais pas vous dire. Écoutez, moi, les deux derniers films que j'ai revus récemment et qui m'ont procuré énormément d'émotions, je dirais que c'est Das Experiment, le film allemand de 2001, que j'avais vu, évidemment,
il y a bien des années, voilà, qui a toujours fait partie de mes films préférés. Je l'ai revu, je crois, il y a 2 jours, toujours autant d'émotions. Mais surtout les 20 dernières minutes, quoi. Les 20 dernières minutes, mais qu'est-ce que ça pulse, putain. Qu'est-ce que ça pulse. Je trouve que, au niveau du climax, c'est peut-être le meilleur. Voilà. Avec Carlitos Way aussi. C'est-à-dire que au niveau des 20-30 dernières minutes, ça se joue entre L'Impasse de Brian De Palma et Das Experiment, le film allemand de Oliver Hirschbiegel. Voilà, ça se joue entre ces deux-là. J'aime beaucoup. Et aussi, j'ai revu, pour ma vidéo sur mes films espagnols préférés, qui en principe n'est pas encore sorti, j'ai revu La Plateforme 2. Voilà, un film qui est vraiment conspué et conchié par beaucoup de gens. Il me semble que sur Rotten Tomatoes, il a, je crois, 20%, même pas. Hein. Les gens ne l'aiment pas du tout. J'ai trouvé extraordinaire ce film. Question suivante, comment est-ce que tu fais tes vidéos, script ou freestyle ou... Bref, bon. Bah écoutez, en fait c'est simple, j'écris quasiment tout. En général, je commence par regarder ou revoir l'œuvre en question, prends des notes, je construis un script, j'enregistre l'audio et ensuite je l'envoie au montage. Mais il m'arrive souvent à l'enregistrement de reformuler énormément. Je rajoute des vannes, je développe des trucs, je pars dans des tunnels infernaux. Et c'est pour ça, je pense que, comment dire, qu'il est de plus en plus difficile pour moi d'enregistrer de longs scripts, parce que autant avant, j'arrive effectivement à rester on target et rester focus. Là, maintenant, voilà, même sur 3 pages, je peux te sortir des tunnels, des échappées de 25 minutes. Donc voilà quoi. C'est-à-dire que le script, moi je le considère un peu comme la colonne vertébrale de la vidéo, mais l'audio final, c'est jamais exactement le texte écrit. Voilà, c'est jamais exactement ça. Il m'arrive bien souvent d'ajouter, d'enlever, de dégager. Parfois, il y a même des chapitres entiers que je supprime directement. Tout en enregistrant, je m'arrête. Je regarde le chapitre plus suivant, je me dis, oh, finalement, avec le recul, c'est pas si pertinent que ça, ou c'est des éléments que je viens de dire, que je viens de souligner, parce que bien souvent, c'est vrai que ces derniers temps, on m'accuse moins de le faire, même si, bon, ça m'arrive, mais c'est vrai qu'il fut un temps, on m'accusait souvent de répéter les choses. Déjà, je vous le dis, c'est de la déformation professionnelle. On travaille dans un milieu où il faut répéter. Voilà, il faut répéter les choses. Il faut répéter les choses. Donc voilà, c'est pas pour milquer la longueur de la vidéo, croyez-moi. Hein. C'est quelque chose que je fais sans faire exprès. J'essaie de travailler là-dessus. Question suivante, comment est-ce que tu gères YouTube, ton travail et ta vie de père? Bah écoutez, je suis juste organisé, voilà, très organisé, et je travaille énormément en avance. C'est un peu ça le secret, qui n'en est même pas un, c'est-à-dire que lorsque vous regardez une vidéo aujourd'hui sur ma chaîne, en fait, il faut comprendre que l'audio, ouais, il a été parfois enregistré plusieurs semaines auparavant, hein. Parfois même 1 ou 2 mois. Il y a certaines vidéos, vraiment, 3-4 mois à l'avance, quoi. Vraiment, ces derniers temps, plus trop, mais en fait, il faut comprendre qu'il y a 1 an, je sais pas si vous vous en souvenez, pour ceux qui sont là depuis un certain temps, j'étais parti dans une espèce de délire où je postais 2 fois par jour. Voilà, je postais une fois midi, une fois à midi et une fois à 17h comme d'habitude, parce qu'aujourd'hui je poste tous les jours à 17h. C'était à une époque où j'avais énormément de backup. J'avais beaucoup de vidéos en backup, j'en avais quoi, une 50aine quasiment. J'ai pas réfléchi, je crois que j'étais dans un mood bizarre. Bref, je me suis dit, vas-y, je m'en bats les couilles, j'y vais. Le problème, c'est qu'évidemment, poster 2 vidéos par jour, c'est faire 14 vidéos par semaine. Sortir 14 vidéos par semaine, des vidéos longues. Bon, voilà, assez rapidement, enfin au bout d'un mois, 1 mois et demi, je me suis retrouvé totalement en rade. J'ai continué, malgré tout, à sortir une vidéo par jour, mais là, c'était, voilà, pendant quelques mois, c'était la merde, hein, je vais pas vous mentir. Je n'en parle pas, parce que je vous parle jamais de mes problèmes. C'est même pas un problème, j'aurais très bien pu revenir à l'époque où je sortais 4 vidéos par semaine. Mais, comment dire, je voyais ça, et d'ailleurs je vois toujours ça comme une régression. Voilà, j'aime pas régresser dans la vie, donc je préfère avancer. Si je me suis dit que j'ai pris la décision de poster tous les jours sur la chaîne, je poste tous les jours sur la chaîne, voilà. Ce qui a fait que pendant un moment, quand je postais une vidéo, ça veut dire que voilà, cette vidéo a été enregistrée il y a 2-3 jours, mais en termes généraux, surtout maintenant, parce que bon, avec le temps, je suis revenu à mes anciens amours, d'avoir beaucoup de backup. Vous savez quoi, je vais vous compter exactement le nombre de vidéos que j'ai en backup là maintenant. Au moment où je vous parle, il y a Citizen Vigilante qui vient de sortir, hein, donc on est le 14 août, ce qui fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. J'ai 28 vidéos en avance. 28, je vous les ai comptées
en temps réel, voilà, sous vos yeux ébahis. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, je suis juste organisé, c'est tout. Avec mes équipes, on s'entend vraiment super bien, ça coulisse bien, quoi, voilà. Ça coulisse bien comme une bonne petite horloge, donc voilà. Et aussi, contrairement à ce que certains imaginent, je passe pas 12 heures par jour devant des films, hein. De toutes les manières, comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai un métier à temps plein. En plus, voilà, je suis marié et père, donc forcément, j'ai pas un temps illimité. Mais c'est juste qu'une grosse partie de mes loisirs, bah, ça consiste simplement à consommer de la fiction de base. Donc en fait, voilà, le truc que tout le monde fait en regardant, je sais pas moi, un film le soir ou entre midi et deux, bah, moi je le fais comme vous. Sauf que pour moi, bah, ça finit en vidéo. Voilà. Et pour mon petit Yaji Baby, évidemment, qu'elle passe avant YouTube. Mais, comment dire, comme je l'avais dit tout à l'heure, bah, en fait, je travaille autour d'elle. Il m'est déjà arrivé d'enregistrer avec elle dans les bras, donc voilà quoi, je travaille autour d'elle, je travaille avec elle, enfin je travaille avec elle, je travaille pour elle, donc on peut dire plus ou moins qu'elle est déjà un membre non rémunéré de l'équipe. Bon, question suivante, et elle rejoint un peu la question précédente, comment trouves-tu le temps de consommer autant d'œuvres? Encore une fois, je le répète, il y a un énorme effet d'illusion lié au décalage de production sur cette chaîne Yaginalise, les copains, parce que différentes qui sortent dans la même semaine, des sujets qui n'ont ni queue ni tête. Vous savez quoi? Je vais regarder les vidéos que j'ai pas encore sorties, voilà. J'ai une vidéo sur The Mentalist, une vidéo sur les 10 meilleures œuvres de Voyage dans le temps, une vidéo sur Maman j'ai raté l'avion, une vidéo sur les X-Men, et une vidéo sur les Dents de la Mer. Bon, je vais pas tous vous les faire, hein, mais voilà, j'ai une vidéo sur Transformers, sur Dragon, bon. Et effectivement, dans les commentaires ces derniers temps, je lis souvent des gens dire « Ouais, c'est le youtubeur le plus imprévisible du YouTube game français, le mec qui sort de nulle part, il peut passer d'un sujet à l'autre. » Mais en fait, c'est juste que j'ai consommé ces œuvres-là, et j'ai enregistré ces audios-là à plusieurs semaines d'intervalle. C'est tout. C'est pour ça qu'en fait, on a l'impression que, voilà, c'est quasiment random, mais en fait, pas tant que ça. Et comme je l'ai dit, je le répète, la fiction, c'est mon principal loisir. Je regarde très peu la télévision, au sens classique, hein. Je passe pas mes soirées dehors tous les jours, et beaucoup de mon temps libre, ça passe là-dedans, quoi, je veux dire. Avant, par exemple, je faisais beaucoup de sport, je faisais beaucoup de MMA. J'ai arrêté, même pour le sport, j'essaie de continuer un peu, mais j'en fais beaucoup moins qu'avant. Je reste beaucoup à la maison ces derniers temps, donc forcément, voilà. Et puis aussi, un dernier élément, il y a aussi le fait que, étant donné que je suis plutôt exigeant, ça me pousse forcément à aller chercher, à aller essayer de chiner des œuvres qui me plaisent, parce que pour les œuvres mainstream, généralement, ça me plaît pas tant que ça, même s'il y en a beaucoup qui me plaisent, hein, bien sûr, mais étant donné que, voilà, quand t'es exigeant, forcément, bah, t'es obligé d'aller creuser, tandis que d'autres personnes n'auront peut-être pas le besoin de faire ça, enfin, vous m'avez compris. Question suivante, est-ce que t'as déjà pensé à faire des lives? Oui, bien sûr, j'ai déjà pensé, mais je pense pas que je le ferai. En fait, le problème du live, c'est que ça demande d'être disponible à une heure précise et pendant plusieurs heures. Et pour moi, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, mon système actuel fonctionne justement parce que je peux travailler n'importe quand, les copains. Je peux pas juste prendre 3 heures et me couper du reste du monde, c'est pas possible. Si je suis tout le temps sollicité, bref, vous imaginez bien. Donc peut-être que ça arrivera, mais voilà, comptez pas là-dessus, quoi. Ne pariez pas votre livret là-dessus, les copains. Ça ne va pas arriver de sitôt. Et même au-delà du fait, comment dire, du temps, c'est aussi les compétences, hein. Moi, je suis pas certain d'avoir les compétences d'un streamer émérite, hein. C'est pas les mêmes skills, hein. Être youtubeur, c'est-à-dire écrire un script, l'enregistrer, nanani, post-production, c'est pas la même chose qu'être en full impro devant des centaines de mecs qui t'écoutent, hein. C'est pas la même béchamel, hein. Je suis pas certain d'être aussi performant, hein. Question suivante, accepterais-tu de faire des lives ou discussions avec d'autres youtubeurs? Oui, de toute manière, je l'ai déjà fait, hein. Je l'ai déjà fait 2 fois, si je ne m'abuse. Les 2 fois, c'était avec KCH. Mon tout premier live, c'était dans leur live Berserk. D'ailleurs, franchement, je m'étais éclaté. Et la seconde fois, c'était leur live Western aussi, je me suis éclaté. N'hésitez pas, franchement, à aller voir ces lives-là. C'était vraiment sympa, quoi. Il y a eu pas mal de débats. Non, franchement, c'était un bon délire. Moi, je serais chaud, hein. Moi, je serais chaud. Après, bon, les débats, comme je vous l'ai dit, moi, c'est pas mon délire. Voilà, genre, ouais, Yaji contre le défenseur de Naruto ce soir à 21h, ça m'intéresse pas des masses. Je fais pas mes vidéos pour gagner un procès. Je donne mon avis, les gens donnent le leur, et la Terre continue de tourner. Mais je suis pas contre, effectivement, de participer à des lives, ou que sais-je, hein. Y a pas de problème. Si t'étais dans une maison dans Harry Potter, quelle maison? Bah écoutez, moi, je sais pas, j'ai fait le test, et je suis cerf d'aigle. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, voilà. Tes soundtracks préférés, ouais, c'est compliqué quand même. C'est une question, comment dire, large. Une question profonde. Écoutez, bon, je veux pas trop réfléchir. Concernant les jeux vidéo, je dirais FF8, bien sûr. Les Final Fantasy en termes général. Nobuo et Matsu, bien sûr. FF10, White Arms aussi, White Arms, bien évidemment. Puis voilà. Même Kingdom Hearts, j'aime bien. Bon, peut-être une des seules choses que j'aime bien dans Kingdom Hearts, c'est la musique. Enfin, il me faudrait plus de temps pour réfléchir à cette question. Au niveau des animés, Wolfrain. Voilà, Wolfrain, j'aime énormément l'OST. Bon, bien sûr, il y a bien d'autres OST que j'apprécie.
Kaiji aussi, l'OST de Kaiji, gros coup de cœur pour l'OST de Kaiji. Et bon, pour le cinéma, écoutez, c'est compliqué, c'est difficile de prendre un film particulier et dire ouais, cette OST. Je sais pas, je dirais les films d'Ennio Morricone en termes général, là vraiment, je prends pas de risque. Hein. Je prends pas de risque. Mais je suis un gros fan des westerns spaghetti, donc bon, je sors pas ça nulle part non plus. Question suivante, est-ce que tu penses qu'Idiocratie a déjà commencé? Le film avec Wilson, là. Owen Wilson, c'est ça, ou son frère? Luke Wilson, voilà. Oh, c'est un bon film, c'est un bon film, mais je trouve qu'on en fait trop avec ce film. Enfin, c'est pas qu'on en fait trop, le film est sympathique, mais... Écoutez, je me méfie énormément de cette idée du délire de ouais, Idiocratie, c'est bon, c'est aujourd'hui. En fait, toutes les générations sont toujours convaincues que celle qui arrive après elle est débile. Je pense qu'on devrait arrêter de faire ça, parce que... Bon, moi, j'appartiens bien sûr à la génération des millennials, et ouais, les gènes précédentes, les boomers, la gène X et tout. N'arrêtez pas de se faire insulter de tous les noms par ces schlags-là. Ce serait quand même sympathique de pas le faire sur la Gen Z, sur la Gen Alpha et la Gen Beta, quoi. C'est toujours comme ça, hein. En fait, il faut comprendre que on dispose aujourd'hui d'un appareil de documentation vraiment extraordinaire, qui permet même à l'idiot du village de diffuser son avis à 3 millions de personnes. C'est juste que voilà, avant tout le monde était con, sauf qu'aujourd'hui tout le monde est con et on peut filmer les gens cons. C'est tout, vraiment. Alors évidemment que bon, TikTok et le format court, ça n'a pas fait forcément des merveilles vis-à-vis de la capacité de concentration des jeunes enfants. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a des choses à en redire, mais le délire de ouais, la génération qui suit, c'est la pire. Ouais. On fait ça depuis 100 ans, ce serait quand même pas mal de changer un peu de CD. Alors, question suivante. Tu pouvais rencontrer Yoshiro Togashi ou Conor McGregor? Ces questions. Écoutez, ça veut dire que j'ai le choix entre rencontrer l'un des meilleurs mangaka de sa génération, ever, hein, pour moi, en vrai. Même au-delà de sa génération, Togashi c'est l'un des meilleurs, ou un criminel endurci. Mais écoutez, je crois que je vais choisir le mangaka, ne serait-ce que pour ma sécurité personnelle. Question suivante, si tu écrivais une fiction, est-ce que ça se passerait en France? Pas nécessairement, mais... ouais, pas nécessairement, mais... bon, moi, comment dire, j'ai pas mal de projets d'écriture en cours. Non, je pense que s'inspirer de la France, ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose, parce que, personnellement, j'aimerais écrire de la dark fantasy, bien sûr, donc ça se passerait pas en France. Mais oui, l'inspiration française, ce serait intéressant. De toute manière, c'était une des choses positives que j'ai dit dans mes vidéos sur Clair Obscur Expédition 33. Bon, j'ai passé effectivement le plus clair de ces vidéos à cracher sur ce jeu-là, mais j'ai beaucoup apprécié l'aspect Frenchy, même si bon, c'est un aspect un peu cliché, avec voilà, la marinière et limite la petite baguette, bon, voilà, marinière plus béret, c'est un peu cliché, c'est déjà ça, je trouve, c'est déjà ça, c'est bien, parce que moi j'en ai plus qu'assez de l'américanisation d'absolument tout. Ça veut dire que quand tu vois même les autres jeux français, entre guillemets, qui se passent aux States, tu prends par exemple, je sais pas moi, Life is Strange, je veux dire, c'est des Frenchies qui font ça, mais il faut que ça se passe en Oregon, quoi. Ça peut pas se passer à Paris, ou même à Lyon, ou je sais pas, même à Montélimar. Montélimar. Voilà, comme ça, vous pourrez renommer le jeu à New Guy Strange, enfin, je sais pas. Écoutez, je pense qu'il serait intéressant de puiser dans notre culture, en effet. Après, j'écrirai pas toutes mes fictions en France, mais oui, je pense que c'est bien, en effet, de prendre, comment dire, de prendre appui sur la culture française. Moi, je trouve ça très bien. Je veux dire, si tu prends, par exemple, The Witcher. The Witcher, c'est bien aussi, parce que bon, il y a aussi le folklore polonais. C'est très bien. C'est très bien. Enfin, je sais pas. Je pense qu'effectivement, ce serait une bonne chose de faire ça. Question suivante, est-ce que t'as des phobies? Bah, ça va être rapide. Non. Question suivante, qu'as-tu appris sur toi-même cette année? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même? Oh, je sais pas. Probablement que, je sais pas, je pouvais encaisser beaucoup plus de responsabilités simultanément que j'imaginais, voilà. Entre le boulot, la chaîne, voilà, le mariage, devenir père, tout ce qui va autour. Je me suis plutôt pas trop mal débrouillé, je crois. En fait, tant que je garde une bonne structure et une routine, pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Je pense aussi que ce qui m'a aidé, c'est que j'ai commencé YouTube très tard. Je commençais à 28 ans, ce qui fait que j'étais quand même bien solide, comment dire, mentalement. Si j'avais commencé à 20 ans, ou même plus tôt encore, je ne pense pas que ça aurait été la même béchamel. Alors... question suivante, mes types de gameplay favoris. Bah écoutez, je dis mais il y a pas d'hésitation. Moi c'est TPS et RPG. Voilà. Et quand je dis RPG, c'est plus JRPG. Voilà. C'est mes deux styles de jeu préférés. Et j'aime pas trop les autres. J'aime pas trop les autres. Il m'arrive effectivement de jouer à des FPS une fois de temps en temps, mais quand je dis FPS, c'est plus jeu à la première personne. Mais c'est vraiment quand j'ai pas le choix, quoi. Genre par exemple avec des jeux comme Soma, qui sont des jeux qui sont extraordinairement bien écrits, mais ça aurait été à la troisième personne, ça aurait été tout aussi bien. Autre question dans le même délire, tradition ou innovation dans le gameplay, qu'est-ce que je préfère? Moi vraiment, je préfère un jeu qui reprend une formule vieille de 20 ans et qui la maîtrise parfaitement, plutôt qu'un jeu qui révolutionne l'industrie en inventant une nouvelle manière de m'emmerder. Moi le délire qu'il faut absolument innover dans
le jeu vidéo, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Sortez un jeu qui fonctionne bien, avec une boucle de gameplay intéressante et qui fonctionne, même pas intéressante, mais qui fonctionne bien. Tu mets un bon scénario, une histoire intéressante, des thèmes intéressants, et des personnages tridimensionnels, et c'est bon, pas besoin d'inventer, de réinventer l'art. Moi, je pense très honnêtement que l'innovation, c'est un peu surcoté dans le monde du jeu vidéo. Oui, il faut innover, il faut faire avancer le médium. Pourquoi faire avancer le médium? Pourquoi? Quel intérêt? Faites juste des bons jeux. Moi, je comprends pas le délire. Pour moi, l'exemple parfait de ce dont je vous parle maintenant, ce serait effectivement Ghost of Tsushima. Pour moi, Ghost of Tsushima, c'est vraiment un super exemple, parce que le jeu a rien inventé. Ça veut dire qu'au niveau du gameplay, c'est de l'Assassin's Creed en mieux, voilà, beaucoup plus maîtrisé, avec effectivement un peu de Soul et un peu de Batman Arkham au niveau des combats. Il y a de l'exploration, on te tient pas la main, le scénario est très bien écrit, puisque bon, il y a aussi cet aspect, voilà, honneur versus pragmatisme, un thème très intéressant et qui est assez peu vu généralement, je trouve, dans la fiction, enfin, c'est pas comme ça en tout cas. Il y a en effet, voilà, les quelques clins d'œil au cinéma de Kurosawa et au cinéma, voilà, de Budo, le cinéma de Shambara, de Jidai Geki, que ce soit l'épée du mal, mais surtout, bien évidemment, Harakiri. Je pense que, oui, s'il y a bien un film qui a inspiré Ghost of Tsushima, c'est bien Harakiri. Les thèmes sont quasiment identiques. Voilà, le délire de l'honneur versus ce qu'il y a derrière. Donc voilà, et pourtant, c'est un de mes jeux préférés, Ghost of Tsushima, et pourtant, ça a rien inventé, quoi. Mais c'est juste que tout ce qu'il fait, il le fait très très bien. Après, bien sûr, quand un jeu tente quelque chose de nouveau et que ça fonctionne, c'est encore mieux, mais pas besoin, quoi, pas besoin. Et puis, au-delà de ça, je peux très bien pardonner un gameplay éclaté, si derrière, il a quelque chose à me proposer, et il a quelque chose à raconter, de très intéressant. Il y a aucun souci. C'est un peu un exemple que je prends tout le temps. Drakengard, le gameplay, il est ignoble, et pourtant, c'est un jeu, je peux y jouer tous les jours. Il y a aucun souci, parce que ce que ça raconte, il y a que Yoko Taro qui peut le raconter. Comme lui, il le raconte. Donc voilà. Question suivante, quelles sont mes ambitions? Mes ambitions... Bah écoutez, évidemment, mettre ma famille à l'abri, financièrement en tout cas, faire grossir la chaîne aussi loin qu'elle peut aller, parce que, bon, je pense, pour être tout à fait honnête, que je suis pas super loin du plafond de verre. Voilà, je pense que la chaîne ira jamais beaucoup plus loin que 150 à 200K abonnés. Je pense que c'est le plafond de... Mais ça me va, hein, voilà, ça me va. Ça me va, déjà 100K, c'est extraordinaire. Jamais j'aurais cru que ce soit possible. Je pense pas aller beaucoup plus loin, parce que j'ai des avis qui sont plutôt clivants. Donc voilà, je pense, ouais, 150, 200K, je pense pas aller. Je serais content d'avoir tort, hein. Moi, ça me va. Financièrement, ça me va. Je peux rester encore comme ça. Hein. Ouais, je vais pas rouler sur l'or, mais ça me permet effectivement quand même de subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Ça me suffit. Moi, ce que j'aimerais faire, en effet, c'est de publier mes propres ouvrages, mes propres livres. Ça me ferait plaisir. Voilà. Mais à part ça, juste maintenir le bateau, maintenir la chaîne. Question suivante, pourquoi est-ce que tu te lèves chaque matin? Pourquoi est-ce que je me lève chaque matin? Des questions, ça commence à devenir existentiel. Bah, je sais pas, je me lève parce que j'ai des gens qui dépendent de moi. Enfin, c'est concret, c'est devenu très très concret. Je veux dire, je peux avoir la flemme une fois de temps en temps d'enregistrer une vidéo ou d'aller bosser comme absolument tout le monde. Mais bon, à la fin du mois, écoutez, les factures prennent pas en compte mon arc narratif. Hein. Derrière, faut les payer, donc forcément, faut bosser. Hein. Mais oui, les gens comptent sur moi, donc forcément, faut aller bosser. Bon, une question un peu moins existentielle. Où places-tu la frontière entre incohérence et suspension consentie d'incrédulité? Bonne question. Bah écoutez, c'est simple. En fait, je demande jamais vraiment à une œuvre d'être réaliste. Je lui demande juste de respecter les règles qu'elle a elle-même établies. C'est ça le délire, en fait. Parce que quand je dis quelque chose est incohérent, je dis pas ça in a vacuum, je dis pas ça dans un trou noir, ou dans l'espace. Je dis vis-à-vis des règles que l'histoire a elle-même établies. C'est-à-dire que si y a un personnage intelligent qui fait une erreur, mais je vais trouver ça con. Mais si le personnage est censé être con ou qu'il est complètement normal, s'il fait une erreur, à la limite, y a pas de souci. Je veux dire, si Dragon Ball, par exemple, me dit que des mecs peuvent détruire une planète en clignant des yeux, bah y a pas de problème. Mais si le scénario établit une règle, puis il oublie uniquement parce que bah elle l'emmerde pour le scénario, bah évidemment, je vais pas être content, quoi. Parce que pour moi, la manière dont je vois la cohérence dans une œuvre de fiction, c'est pas est-ce que ça pourrait arriver dans notre monde. Non, c'est est-ce que ça tient debout dans le monde que l'auteur m'a présenté jusque-là. Donc c'est ça en fait, pour moi, c'est comme ça que je vois les incohérences. Question intéressante aussi, là bon, on revient avec les questions intéressantes. Est-ce que ta cadence finit par rendre toutes tes analyses identiques? Écoutez, chacun son avis là-dessus, je pense que non. Enfin, je pense que non. Très honnêtement, même si effectivement j'ai quand même une grille de lecture assez claire, nette et précise, mes obsessions qui vont forcément revenir, voilà, entre la cohérence, la causalité,
que j'aime bien, c'est un thème que j'aime bien. Voilà, le fait que les personnages doivent avoir une tridimensionnalité, je n'aime pas le manichéisme, j'aime bien que les personnages évoluent, j'aime pas les facilités scénaristiques. Évidemment, voilà, il y a des choses auxquelles je suis sensible, moi, personnellement, qui va faire que, forcément, je vais critiquer les œuvres qui n'ont pas ou qui utilisent mal ces mécaniques narratives-là. Mais, je trouve très honnêtement que mes critiques sont assez diverses et variées, hein. Comment dire, je tape pas sur les œuvres toujours de la même manière. Je dirais même que je ne tape pas du tout les œuvres de la même manière. Écoutez, vous savez quoi? Je vais aller sur ma chaîne et je vais aller regarder mes vidéos. Et je vais vous dire exactement les critiques que j'ai faites pour chaque œuvre. Alors, bon, ok, alors, One Piece 25 ans d'arnaque. Bon, la vidéo dure 36 minutes, donc j'avais beaucoup de choses à dire. Mais en gros, la critique que j'ai effectivement formulée vis-à-vis de One Piece, c'est surtout que, voilà, à la base, c'était un équipage de personnages intéressants qui visitait un monde, et maintenant, bon voilà, c'est un monde avec un lore extrêmement épais, qui est visité par des personnages dont on se fout un peu. Voilà, l'important, c'est effectivement de développer le monde, développer les secrets, les poneglyphes, qui émuent, les gorosei, tout ça, alors qu'avant, ce qui était intéressant, c'est surtout de voir les personnages voilà, de l'équipage du chapeau de paille interagir et visiter des îles. Et les îles, en réalité, n'étaient que des outils narratifs pour développer les personnages. C'était comme ça au début, maintenant c'est plus du tout le cas. Maintenant c'est le monde qui a supplanté les personnages, et je trouve ça mauvais. Voilà, bon, déjà, c'est la critique que j'ai effectivement formulée vis-à-vis de One Piece. Juste avant, j'avais effectivement fait une vidéo sur Avenger Doomsday. Qu'est-ce que j'ai critiqué dans Avenger Doomsday? Évidemment, je parle du multivers, voilà, du problème du multivers, et que bah, ça détruit totalement les enjeux, parce que si il y a un multivers et qu'il y a toujours un variant, un personnage qui vient de crever, mais que tu peux récupérer dans une ligne temporelle différente, bah c'est bon, il n'y a plus aucun souci. C'est-à-dire que si Tony meurt, et que tu peux le retrouver en Doctor Doom, bah finalement, on s'en fout que Tony meurt de base. Voilà. Bref, je peux continuer, il y a quoi après? L'Odyssée, bon bah évidemment, voilà, l'Odyssée, on parle de Nolan, donc c'est quoi la critique que j'ai faite? Bon, j'ai fait pas mal de critiques vis-à-vis de ce film, mais la critique principale, c'est que Nolan a complètement changé l'angle de l'histoire originale. Parce que dans l'histoire originale, Ulysse ne erre pas pendant 10 ans sur la mer à cause des crimes de guerre qu'il a commis durant la guerre de Troie. Non, il erre simplement parce qu'il a fait preuve d'hubris face à Polyphème, le fils de Poséidon. Voilà, donc j'ai parlé pas mal de choses, mais c'est l'un des trucs les plus marquants de cette adaptation de Nolan, et j'en ai énormément parlé. Je peux continuer encore longtemps. Vous, de Willem. J'ai critiqué le film du collègue Willem, tout simplement parce que c'était beaucoup trop amphigourique et complexe pour rien, sans parler voilà, de la voix off qui n'a absolument aucun sens, voilà, de certaines prétentions, voilà, dans ce film, tu sens qu'il a été beaucoup trop ambitieux pour son propre bien. Bref, je pourrais encore continuer pendant longtemps, mais j'ai vraiment quand même l'impression que je dis pas toujours la même chose, et que je détruis pas chaque œuvre de la même manière, en fait. Chaque œuvre a ses défauts, et puis je les mets en exergue. Mais je suis pas d'accord. Je sais qu'il y en a certains qui disent oui, tu dis toujours la même chose, ça c'est pourri, ça c'est pourri, ça c'est pourri. Alors oui, ça c'est pourri, mais c'est pas pourri de la même manière, et c'est pas pourri pour les mêmes raisons. Encore une fois, là en face de moi j'ai Disclosure Day, le dernier film de Spielberg. Voilà, bon là j'ai parlé effectivement du problème de la vision de boomer de Steven Spielberg, et de son côté extrêmement naïf, complètement déconnecté de la réalité d'aujourd'hui. Bref, je pense effectivement que j'ai bien répondu à la question. Et encore une fois, je le répète, publier une vidéo tous les jours, ça va pas forcément dire que chaque vidéo, je l'ai écrit la veille. Non, j'ai énormément d'avance, et je prends mon temps pour chaque vidéo. Bon, il y a certaines vidéos, effectivement, où j'ai un peu le feu au cul, faut aller vite, comme par exemple ma vidéo sur Spider-Man Brand New Day, j'étais un peu en retard d'ailleurs, mais généralement je prends mon temps. Question suivante, quelle est la finalité de mes critiques? Est-ce que ce serait d'envoyer les gens vers de meilleures œuvres? En vrai, j'ai pas de finalité. Je parle des œuvres dont je parle parce que ça m'intéresse d'en parler. Mais il est vrai que quand je critique quelque chose, généralement, je passe mon temps dans la vidéo à citer des contre-exemples que je trouve meilleurs. Donc, je suppose qu'indirectement, oui. J'espère que quelqu'un qui regarde une vidéo sur une œuvre que je démonte, iraient peut-être redécouvrir les 3 autres trucs dont j'ai parlé positivement, mais je suis pas là pour sauver la culture occidentale. Ça va aller, je pense. j'ai pas trop le temps pour ça. Mais non, bah, moi j'ai pas d'objectif particulier. Pas de grands objectifs, non. Question suivante. À force d'analyser, aurais-je perdu ma capacité à m'émerveiller? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça m'arrive en effet, même aujourd'hui, de regarder quelque chose et me dire putain, vraiment c'est pas mal. C'est juste que, on va dire que je vois beaucoup plus vite les ficelles narratives qu'avant. C'est un peu un effet secondaire de TV Trope, hein, parce que bon, comme vous le savez, je parle souvent de TV Trope sur ma chaîne, parce que je trouve que c'est une base de données absolument extraordinaire pour comprendre un peu comment les histoires sont racontées, puisque ça isole chaque mécanique narrative, chaque lieu commun, chaque cliché, et c'est très intéressant. Donc ça permet effectivement de voir à travers les œuvres beaucoup plus rapidement,
évidemment, mais quand une œuvre est vraiment bonne, bah en fait c'est l'inverse. Comprendre pourquoi elle fonctionne, ça augmente mon plaisir. Moi, si on prend Ashita no Joe, j'aime pas cet animé, ce manga, malgré le fait que je l'analyse. Je l'aime encore davantage parce que je comprends exactement à quel point certaines décisions d'écriture sont intelligentes, en fait. C'est un peu à double tranchant. Question suivante. Le déclin de la pop culture vient-il des artistes ou de l'industrie? Moi, je trouve pas qu'il y ait un énorme déclin. Je vous le dis, moi, j'y crois pas des masses. J'ai toujours trouvé que c'était de la merde, franchement, les gars. J'avais fait une vidéo entière là-dessus, mais dans les années 90, franchement, il y avait quand même des sacrés nanars qui sortaient, les enfants. Il y a quand même de sacrés nanars qui sortaient. Tous les films catastrophes éclatés, tous les films avec la 3D qui venaient de se démocratiser, qui étaient mais dégueulasses. Encore une fois, j'ai fait une vidéo entière sur ce sujet-là, mais moi, le délire de même le délire de woke, par exemple. Moi aussi, ça me dérange le woke, y a pas de souci. Mais comment dire, il y a toujours eu des soucis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas, en 2015-2020, le woke était absolument ignoble, mais dans les années 80, il y avait effectivement la propagande de Reaganienne que l'on voyait souvent dans les films hollywoodiens, quoi. Donc, bon, après, chacun, effectivement, sa sensibilité, mais pour moi, c'est du kiff-kiff bourricot, quoi. C'est de la propagande de merde. Et il y en avait avant, et il y en a aujourd'hui. C'est pas le même parfum, mais c'est la même merde. Donc, non. Maintenant, à la limite, si vous voulez vraiment parler de déclin, on peut parler de déclin. Peut-être que, oui, au niveau de l'environnement industriel, vu qu'il y a des budgets de plus en plus gigantesques, des licences qui maintenant valent des milliards, et une obligation de plaire au maximum de monde, sans parler des suites infinies, des calendriers absurdes, et des décisions prises par comité, bon bah je suppose que oui, les corporations veulent prendre moins de risques, encore une fois, Genre, par exemple, les gens qui sont pas contents des AAA qui sortent aujourd'hui. Mais les gars, jouez à des jeux indépendants. Par exemple, jouez à Darkwood. Darkwood, c'est un jeu, personne n'en parle. C'est un des meilleurs jeux de l'histoire, si vous voulez mon avis. Darkwood, c'est un banger total. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a Darkwood 2 qui est en préparation. Voilà. Par exemple, il y a un jeu là que je suis depuis des années, qui va apparemment sortir. Là, il y a eu un trailer qui est sorti là. Sunset Devils. Voilà. Qui est une sorte de fusion entre Berserk et des Western Spaghetti. Voilà. Mais ça, ce jeu, je vais le fumer, hein. Il sort, je le fume. J'espère qu'il sera bien, mais je pense ne pas être déçu. Regardez vers les jeux indépendants, au pire. Non? Enfin, j'en sais rien, moi. Après, encore une fois, moi, les graphismes, je m'en fous un peu. La qualité, tout ça, je m'en bats les couilles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le scénario, l'écriture, et aussi la boucle de gameplay. Maintenant, si c'est avec du RPG Maker, ou si c'est fait avec un budget de quadruple A, moi je m'en bats les couilles. L'un des jeux qui, on va dire, ces 5-6 dernières années m'a le plus marqué, bah, c'est un jeu RPG Maker, et ce jeu, c'est évidemment Fear and Hunger. Voilà. Mais je préfère 100 milliards de fois jouer à Fear and Hunger que les 3/4 des jeux Naughty Dog. Je suis vraiment désolé. Hein. Donc voilà, quoi, même parler des jeux Insomniac et tout. Ouais, tu mets un bon petit Fear and Hunger, et je me tape mes meilleures sessions. Donc voilà, non, moi je suis pas d'accord avec le dire de oui, c'était mieux avant, c'était de la merde avant. J'ai toujours trouvé que tout était éclaté au sol. Que pour un truc bien, t'avais 20 trucs éclatés. Je suis désolé, mais dans les années 70-80, le nombre de slashers écrasés au sol, genre oui, massacre à la colonie de vacances numéro 380. Mais c'était pourri. Mais les gens oublient en fait, les gens oublient. Les mecs, ils te retiennent The Thing, ils te retiennent Scarface. Frère, pour un Scarface, t'as combien de El Topo, quoi? Mais El Topo, je peux vous assurer que c'est un film qui m'a abîmé, quoi. C'est un film qui m'a abîmé, mais El Topo, quoi. Là, il est 1h30 du matin, donc je vais pas crier, hein. Mais vous connaissez le bail. Vous connaissez le bail de ce que je pense de El Topo, et de comment j'aimerais crier le mot El Topo, là, comme ça, dans la nuit. Bon, après, je vais me faire balayer par, par ma fille, mais bon, voilà. Je dis ça, je dis rien. Question suivante. Est-ce que tu finiras par manquer de sujet? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que même si j'ai arrêté complètement de regarder de nouvelles œuvres aujourd'hui, bon, en fait, j'ai plusieurs années de sujets devant moi. Rien qu'avec tout ce que j'ai déjà consommé, je peux vraiment faire des centaines de vidéos sur Berserk si j'en avais envie, quoi. Et puis bon, au-delà de ça, la culture populaire produit beaucoup plus vite que je ne peux faire des vidéos. Donc voilà, la fiction, c'est pas un jeu vidéo, c'est pas ouais, c'est bon, j'ai fini la fiction. Voilà, maintenant le New Game Plus. Non, c'est fini. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Question suivante, ton personnage de fiction préféré? Écoutez, ça se joue entre Joe Yabuki, Martin Walker de Spec Ops The Line et Kenny de The Walking Dead Telltale. Mais bien sûr, après, il y en a plein d'autres. Je sais pas, il y a Askeladd de Vinland Saga. Mon personnage préféré de Naruto. Bon, l'homme qui avait raison, bien sûr. Pas besoin de donner son nom. Ton personnage préféré dans Hunter x Hunter? Bah écoute, je crois que je vais dire Gon.
Ouais, je vais dire Gon, voilà. Rien qu'avec ça, si on connaît mes goûts, c'est là où tu comprends à quel point Togashi est bon, quoi. Parce que, pour que je dise le protagoniste principal d'un shonen neketsu, parce que généralement les protagonistes principaux des shonen neketsu, c'est souvent, pour ne pas dire tout le temps, le personnage le moins intéressant de son œuvre. Bah, je vais dire Gon, voilà. Et rien qu'avec ça, t'as compris que Togashi Forever, comme vous le savez. Ton personnage préféré de l'attaque des titans? Bah, ça va être Erwin Smith, les copains. Erwin Smith, bien sûr. Parce que, dans ma vidéo sur... la vidéo dont je parle depuis tout à l'heure, où je parle effectivement du fait que dans les années 90, et même avant, hein, c'était pas mieux, à un moment, je pète un câble et je hurle « Ah, le topo !» Je suis devenu fou. Bon, ça fait partie effectivement des deux moments où j'ai vraiment pété un câble sur la chaîne. Donc il y a le moment El Topo et il y a le moment Erwin Smith, puisque dans ma vidéo sur Erwin Smith, il y a un moment donné où j'étais complètement en transe et voilà. En fait je parlais de l'arc du retour de Shiganshina, que je considère encore aujourd'hui comme mon arc narratif préféré ever dans la fiction. Le retour de Shiganshina pour moi c'est Kino, quoi, comme disent les jeunes, c'est Kino. Et oui, je parle beaucoup d'Erwin Smith et je partage mon amour pour l'écriture de ce personnage, qui pour moi, je l'avais dit la dernière fois, mais pire que Griffiths en termes de moralité. C'est pire que Griffiths. Parce que ce qui est marrant avec Griffiths, dont je l'explique dans ma vidéo, c'est que Griffiths, ça n'a pas de recul sur ce qu'il fait. Et Erwin Smith a du recul sur ce qu'il fait. Parce que je compare les deux, parce que, de toute façon, j'avais montré les deux planches, mais clairement, Isayama s'est énormément inspiré de Griffiths pour écrire Erwin Smith, notamment parce qu'il y a la fameuse planche où on voit Griffiths sur un tas de cadavres, c'est une métaphore bien sûr, hein, pour montrer qu'il a sacrifié des centaines de personnes, pour pas dire des milliers de personnes, pour son rêve, et c'est exactement le cas pour Erwin Smith, qui lui aussi a sacrifié des centaines de milliers de personnes, enfin peut-être pas centaines de milliers, bref, en tout cas beaucoup de gens, pour son rêve, voilà. Mais Erwin est pire encore que Griffiths, parce que lui, il sait que son rêve, est illusoire, et enfin, ce personnage est terrifiant. Voilà, Erwin Smith, bien sûr, full stop Erwin Smith. Question suivante, mon personnage préféré de Dragon Ball. Ça va être difficile, moi j'aime pas Dragon Ball, comme vous le savez. Enfin, j'ai grandi avec, comme nous tous, hein. J'ai développé, il est vrai, une certaine aversion pour cet univers. Bien sûr, rip à Toriyama, bien évidemment, mais... Écoutez, je dirais Yajirobe, je suppose, eu égard à mon pseudo, mais bon, voilà. Sans conviction qu'une Monsieur Bonte, comme diraient certains youtubeurs. Ton Pokémon préféré? Bah ça va être Typhlosion. Je crois que je l'avais déjà dit, je ne sais quand. Mais ouais, Typhlosion. Bah oui, dans ma vidéo sur la chute de Game Freak. D'ailleurs, Beast of Reincarnation est sorti, et apparemment le jeu est bien mythe. J'y ai pas joué. Je vais pas y jouer. Mais le jeu est bien mythe, paraît-il. Question suivante. Mon personnage préféré de Berserk, quoi. Corcus. Full stop Corcus. Pas besoin d'expliquer. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi j'aime beaucoup Corcus, j'ai fait une tier list de mes personnages préférés de Berserk. D'ailleurs, je pense très honnêtement, autant généralement, je ne ragebait que dans la miniature et dans le titre. Mes vidéos, j'essaie de les nuancer un tant soit peu. Finalement, je peux changer d'avis. Si je devais refaire ma tier list Berserk aujourd'hui, elle serait pas identique. J'ai un peu ragebaité. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais vraiment envie d'avoir mis Nina dans le top 5. Je comprends pourquoi j'ai fait ça. Mais faut quand même que... Voilà. Si je devais reparler au Yaji du passé, j'ai fait, voilà, va boire du Candy Up, calme-toi. Calme-toi. Je comprends ma démarche, en plus j'explique ma démarche pourquoi j'ai mis Nina dans le top 5, mais faut se tenir un peu quand même. Donc voilà, mais j'explique aussi pourquoi j'explique dedans pourquoi j'aime beaucoup Corcus, donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Voilà, en prenant en compte que j'ai un peu rage-baité sur certains. En plus, bon, on reprend sur le même délire. Est-ce que ton avis change quand tu revois tes anciennes vidéos? Bah écoutez, encore une fois, très rarement sur le fond, mais ça peut m'arriver. Comme avec cette vidéo-là. Vous savez quoi? Attendez, je vais regarder mes plus anciennes vidéos et je vais vous dire, en les regardant, si je suis d'accord. Regardez, là, il y a une vidéo que je viens de voir, là, et c'est Light Yagami versus le loup Champrouche. Je ferai pas cette vidéo si je devais la refaire aujourd'hui. Enfin, je la ferai différemment. Parce que dans cette vidéo, je glaze un peu, je lèche un peu les bottes de le loup Champrouche. J'aime pas ce personnage, voilà, j'aime pas ce personnage. J'ai fait une vidéo sur Code Geass. Il faut vraiment comprendre que à l'époque, j'essaie quand même de me polisser. Je donnais pas forcément toujours mon avis, mais pour ceux qui croient que je change mon avis vis-à-vis de ce que je pense réellement, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que je fais exprès de cracher sur des trucs alors que finalement j'ai pas forcément de haine. C'est le contraire. Parfois, si je dois mentir sur mon avis vis-à-vis d'une œuvre, je mens en disant que je l'aime, mais jamais que je l'aime pas. Voilà, à l'époque, j'ai fait ma chaîne et tout, j'avais encore un peu de mal à dire ce que je pensais réellement. Je n'osais pas dire que je détestais Code Geass, bon finalement, je l'ai fait plus tard, mais voilà. Ça m'est arrivé plus d'une fois, par exemple dans ma vidéo sur X-Men, à un moment donné, je dis que j'aime bien X-Men First Class, c'est faux. C'est beau. Enfin, c'est un film qui est sympathique, mais je trouve qu'il a des défauts structurels, et voilà quoi. Mais il y en a pas beaucoup. Je reste relativement d'accord avec ce que je disais avant, donc voilà. Je dirais juste que j'étais plutôt sympa avec certaines œuvres.
alors qu'aujourd'hui je le serais beaucoup moins. Maintenant, là où je peux vraiment changer d'avis, c'est vis-à-vis de ma manière de présenter quelque chose. Parce que c'est vrai que parfois je vois une vidéo, je me dis, ça manque d'arguments, ou il y a un argument intéressant, un argument massue que j'aurais pu mettre, et que j'ai oublié, ou je me suis peut-être trop précipité. Voilà, ça à la limite, je peux avoir des regrets vis-à-vis de ça, ouais. Question suivante, que penses-tu de Warhammer 40 000 ? Écoutez les amis, moi Warhammer 40 000, je m'y connais zéro. Je suis en train, au moment où je vous parle, de jouer à Space Marine 2. Donc voilà, j'ai commencé réellement à m'y intéresser très récemment. En fait, le truc avec Warhammer 40 000, enfin j'en ai parlé de toutes les manières avec les mecs du serveur Discord, parce qu'il y a des experts de Warhammer 40 000 sur le serveur. Ce que je trouve vraiment frustrant avec cette franchise, c'est que c'est quand même difficile de rentrer dedans, il n'y a pas de porte d'entrée. Étant donné que c'est, d'après ce que j'ai pu comprendre, essentiellement un bac à sable, tu fais comment pour rentrer dedans? Voilà, est-ce que tu lis les livres, genre, ouais, les résidus russes? Est-ce que tu joues à Space Marine? Est-ce que tu rentres dedans avec les TTRPG, avec les jeux de rôle sur table? C'est compliqué, donc, rentrer dedans. Moi, j'ai commencé effectivement à jouer à Space Marine 2, je suis à quelques heures de jeu, là, je viens de récupérer, je viens de retrouver Muse, Mayuse, je vois comment prononcer son nom, donc voilà, je suis en train d'y jouer, je trouve que le gameplay est vraiment sympa. J'ai du mal à rentrer parce que l'univers comment dire, y a pas d'exposition. Après, ça peut être normal parce que les personnages savent déjà tout de l'univers, donc ils vont pas répéter à voix haute ce qu'ils savent déjà. Même si c'est vrai que ce serait sympa quand même de le faire afin de nous mettre au parfum, nous, les gens qui ne connaissent rien de Warhammer 40 000. Donc forcément, je dois avoir la fiche Wikipédia sur les genoux pour comprendre ce que je fais, pour comprendre qui est Titus, c'est quoi l'Imperium, c'est qui le dieu empereur de je sais pas quoi. Beaucoup de mal effectivement à rentrer. Il y a certains trucs, écoutez, étant donné que c'est un bac à sable, je suppose qu'il y a plein d'auteurs différents, ils ont chacun leur take vis-à-vis de toutes les factions, mais quand je joue à ce jeu, j'ai vraiment l'impression que ça se prend en premier degré. Hein. Genre ouais, l'Imperium c'est les gentils, enfin je sais pas. J'ai du mal à saisir, j'ai pas fini le jeu, donc peut-être que c'est une satire, j'en doute. J'ai vraiment l'impression qu'on est censé considérer ces FDP comme étant des mecs stylés, quoi. Et c'est quand même un régime théocratique, militariste, et plutôt cauchemardesque. Et bon, après, tu me diras, en phase 2, il y a quoi? Il y a des tyrannides, donc des espèces de créatures qui, en principe, veulent manger toute la biomasse de la galaxie. Donc forcément, face à eux, t'es le gentil par élimination, quoi. Donc, écoutez, je sais pas. Moi, comment dire, j'ai absolument rien contre les régimes fascistes dans la fiction, hein, attention. Hein. Pas me faire je vais pas faire mon turbo-gauchiste. C'est juste que j'aime bien quand c'est nuancé, quoi. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un peu un côté power fantasy en mode, ouais, regarde, Titus, il est stylé, il fait 2,50 m et il tape sur des gens, il est trop beau. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il serait possible, effectivement, d'écrire un scénario intéressant? Encore une fois, je vais pas faire mon connard prétentieux. J'ai pas fini le jeu, je vais essayer de le terminer. En tout cas, au niveau du gameplay, moi, je m'éclate. Voilà. C'est Doom en TPS. Moi, ça me va parfaitement. Maintenant, j'aimerais bien un peu d'ambiguïté, please, si c'est possible. Et pas juste, ouais, regardez, les Space Marines, ils sont trop cool, ils sont trop stylés. J'aimerais avoir autre chose. Est-ce qu'il serait possible, effectivement, d'avoir autre chose? Je ne sais pas. J'en parlais dans le serveur, mais c'est comme si tu prenais Robocop ou même encore mieux Starship Troopers et que tu le prenais premier degré. C'est-à-dire que t'enlèves l'aspect satire, comment dire, de l'armée américaine. Voilà, c'est comme si tu prenais Starship Troopers au sérieux. Alors que clairement, voilà, Paul Verhoeven voulait se foutre de la gueule et tout ça. Pour moi, c'est ça un peu Space Marine 2. Encore une fois, je suis au début du jeu. Enfin, je suppose que je suis au début du jeu. Donc moi, j'en sais rien. Je vous donne mon avis à chaud. Je vais certainement continuer à jouer, puis je terminerai, puis peut-être que je vous dis mon ressenti, mais pour l'instant, je suis pas convaincu. Question suivante. Est-ce que tu t'intéresses aux creepypasta, SCP, Backroom, Liminal Spaces et tout? Oui, bien sûr. J'ai commencé vraiment à m'y intéresser avec les vidéos de Feldup, je sais pas comment on prononce. Bref, clairement, l'un des goats du YouTubeage en France, et clairement, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, mais il m'a fait vraiment découvrir tout un nouvel horizon, même si je connaissais quand même un peu avant lui, mais bon, c'est lui qui m'a fait m'intéresser à tout ça. Écoutez, le concept m'intéresse, mais il m'intéresse beaucoup plus que la majorité des exécutions de ces concepts-là. Moi, j'aime bien quand on utilise des concepts un peu bizarres pour raconter une histoire et pour développer des personnages. Exactement ce qu'a fait Kate Pixels avec Backroom. Voilà, avec Chiwetel et Ejiofor. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Qu'on fasse en fait le même système narratif que Silent Hill 2. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas d'expliquer la ville, mais on utilise la ville pour développer le personnage de James Sunderland. Bon. Le problème, c'est que quand on commence à transformer ça en wiki avec 72 classes de monstres, 15 organisations militaires et le lore de la chaussette du SCP 192 831, voilà, moi ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié Backroom. Voilà, j'ai trouvé vraiment c'est un bon film. Un bon 7,5 sur 10, moi j'ai passé un bon moment. Et voilà quoi.
Et la dernière question, en plus ça va me faire plaisir cette question, est-ce que Kiss et H reviendront en guest? Bah déjà pour revenir, il faudrait qu'ils s'y soient venus. Moi en tout cas ce sera avec plaisir. Voilà, vous savez que Kiss et H pour moi c'est le sang de la veine, donc pour moi ce sera avec plaisir. Mais ils sont, enfin je veux dire, moi je fais pas de live, donc forcément ce sera un peu compliqué, mais ça me ferait vraiment plaisir de faire un truc avec eux. J'ai une immense admiration pour ce qu'ils font. Maintenant, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas participé à un de leurs lives, ils l'ont pas vraiment proposé. On avait parlé de faire un live sur la filmographie de Big John Carpenter, bon finalement ils l'ont fait, ils m'ont pas invité, mais je peux comprendre pourquoi ils ont fait ça, parce que c'est vrai qu'avant qu'on en parlait, je disais oui, mais je préfère effectivement qu'on est en plus petit comité. Bah eux, bon, ils ont plein de potes et puis ils veulent inviter tout le monde, ils veulent discuter ça en groupe. Et c'est vrai que moi je préfère quand voilà, on n'est pas beaucoup afin de pouvoir effectivement pas forcément se marcher sur les pieds et développer notre pensée quoi. Voilà. Mais après ils ont leur façon de faire, ils ont pas à se soumettre à mes desiderata ou je sais pas quoi. Voilà, donc y a aucun souci par rapport à ça. Moi ça me ferait plaisir de faire un truc avec eux et si jamais ils me proposent quelque chose, moi ce sera toujours avec plaisir. Voilà. Gros big up à mes frérots qui CH. Donc voilà, je pense que c'est bon. J'ai skippé certaines questions que je trouvais pas très intéressantes. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie encore une dernière fois. Pour moi, c'est un honneur, évidemment. Jamais j'aurais cru pouvoir arriver à ce niveau-là. J'espère que ça va continuer. Voilà, si je devais effectivement avoir un souhait pour l'avenir, c'est continuer à faire grossir ma chaîne sans démultiplier les dramas. Voilà, j'espère. Après bon, c'est le jeu qui veut ça, et puis en plus je suis plutôt dur dans mes avis sur certains films. Donc voilà, bon après, écoutez, moi je dirai toujours ce que j'ai à dire, ce que je pense et tout. Mais si je devais avoir un souhait, c'est de limiter les dramas, même si derrière ça peut me permettre effectivement de monter plus vite et gagner plus d'abonnés, gagner plus d'argent. C'est pour voilà, s'insulter par vidéo interposée, moi ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, prenez soin de vous les mecs, abonnez-vous et à la prochaine.